La séance est ouverte. Mes chers collègues, nous recevons à présent les organisations professionnelles d'employeurs représentatifs au niveau national et interprofessionnel qui nous a semblé indispensable d'entendre au début du cycle d'audition et dont l'éclairage sera précieux pour nos travaux, au même titre d'ailleurs que celui des syndicats de salariés que nous avons reçus auparavant. Je souhaite la bienvenue aux représentants des organisations qui témoigneront aujourd'hui devant nous. Tout d'abord, Monsieur Patrick Martin, président du Mouvement des entrepreneurs de France, le MEDEF, accompagné de Madame France-Henri Laborder, directrice générale adjointe, responsable du pôle social, et de Madame Elisabeth Vital-Durand, responsable du pôle affaires publiques. Je remercie également Monsieur Amir Refat-Ofigui, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, qui est accompagné de Monsieur Didier Moinereau, président de la CPME 91, et de Madame Claire Richier, juriste spécialiste dans les affaires sociales, et Monsieur Adrien Dufour, responsable des affaires publiques. Je remercie enfin Monsieur Michel Picon, président de l'Union des entreprises de proximité, l'UDP, accompagné de Monsieur Pierre Burban, secrétaire général, et Madame Thérèse Notte, responsable des relations parlementaires. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, je vous remercie vivement de prendre le temps pour répondre à notre sollicitation qui est arrivée il y a peu de temps. Je vais vous passer tour à tour la parole pour une intervention liminaire d'une durée maximale de 10 minutes, puis nous procéderons à un échange sous forme de questions et de réponses. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous propose peut-être qu'on le fasse par représentation syndicale. Je vous invite donc, s'il vous plaît, peut-être dans un premier temps, au niveau du MEDEF, de lever la main droite et de dire « Je le jure ». Je laisse maintenant la parole au niveau de la CPME. Alors, je me permets de dire que les personnes qui lèvent la main droite peuvent prendre la parole, les autres, malheureusement, ne pourraient pas prendre la parole. Donc, si vous voulez prendre la parole, je vous encourage à faire pareil. Je jure. Et au niveau de l'UDP. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Monsieur Martin. Monsieur Reza Tofigui, il faudrait couper le micro, s'il vous plaît. C'est comme d'habitude. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la députée, je suis très honoré de m'exprimer devant vous, effectivement, au titre du MEDEF des entreprises de France, sur un sujet qui est évidemment sensible et d'importance. Je me permets de commencer en vous disant que, bien évidemment, il faut s'intéresser aux dispositifs en vigueur et à leurs conséquences, mais qu'en amont, il est important de mettre les choses en perspective, en parlant des causes, je veux dire des causes qui peuvent conduire à des suppressions d'emplois. Et on a une corrélation directe, évidemment, entre le nombre de défaillances d'entreprises, le nombre d'emplois, le cas échéant, supprimés ou convertis, et la conjoncture et le niveau d'activité. Il me semble qu'on peut difficilement apprécier l'efficacité des dispositifs en vigueur et leur perfectibilité, si le terme existe bien, si on ne prend pas en considération donc ce niveau d'activité. À ce jour, l'activité se dégrade et c'est bien l'illustration, me semble-t-il, du propos liminaire que je vous tiens. Je dirais mécaniquement ou arithmétiquement, le nombre de défaillances d'entreprises augmente et le nombre de salariés concernés également. Je précise un point d'ailleurs, quand on regarde le profil des entreprises en procédure collective, leur nombre augmente, bien sûr, mais leur taille augmente actuellement. Et on le voit singulièrement dans les statistiques que tient l'AGS, que les organisations patronales gèrent. L'augmentation du nombre de l'effectif concerné est bien supérieure au nombre de dossiers pris en compte. On est sur 2024, une augmentation de l'ordre de 17% du nombre de défaillances. On est sur 23% s'agissant de l'augmentation des effectifs, ce qui d'ailleurs n'est pas sans conséquence sur les finances de ce régime qui, je le rappelle, est intégralement financé par les employeurs.
Il y a tout lieu de craindre que ces tendances se confirment, le cas échéant s'amplifient sur 2025 au regard du niveau d'activité dans la quasi-totalité des secteurs, et sans même faire référence à ce qui se met en place ou ce qui sera complété d'ailleurs dès aujourd'hui par les annonces américaines. Ça se traduit par ailleurs dans une réduction qui est très préoccupante du niveau d'investissement des entreprises. Alors on regarde, donc il y a un certain nombre de dispositifs d'accompagnement, de prévention, c'est encore mieux, au bénéfice des salariés. Ce que je peux vous dire, c'est que nous faisons, nous, un effort considérable pour sensibiliser les chefs d'entreprise. Il y a eu des progrès considérables ces dernières années, mais il reste à faire, si je peux parler ainsi, s'agissant de la prise de conscience de la réalité de la situation économique de leurs entreprises, de sorte que, autant que possible, ils anticipent, ils préviennent, c'est encore mieux, mais ils anticipent en tout cas ces difficultés, et que, en particulier sur le plan social, ils prennent en temps et en heure des mesures qui permettent, autant que possible, d'accompagner les suppressions de postes quand malheureusement elles doivent advenir. Quelle est notre appréciation sur les dispositifs en vigueur? Elle est positive. Elle est positive parce que la boîte à outils, en tout cas le panel de ces dispositifs, a été étoffé au fil des ans. Et pour l'avoir pratiqué moi-même, je ne m'en vante évidemment pas, mais c'est ainsi, pour l'avoir pratiqué moi-même cette fois en tant que chef d'entreprise et pas président du MEDEF, je peux vous dire que ces dispositifs sont les bienvenus et permettent, sur le plan humain, sur le plan social, sur le plan financier, de gérer ces situations dont les chefs d'entreprise se passeraient évidemment bien, de gérer ces situations d'une manière plus efficace que ça n'était le cas par le passé. Merci, Monsieur le Président. Je sais que vous avez fait un gros effort pour venir à notre rencontre, que vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin. J'ai cru comprendre. Je vous remercie pour votre présence et je laisse maintenant la parole à la CPME. Vous pouvez couper le micro, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame, Messieurs les députés, alors je vous remercie de me donner la parole pour m'exprimer devant vous par rapport aux entreprises que je représente, donc plutôt les petites et les moyennes entreprises, entreprises patrimoniales, entreprises sur tous les territoires, et donc bien évidemment entreprises qui sont aujourd'hui impactées par le contexte actuel. Patrick Martin l'a dit, mais on le connaît tous aujourd'hui, le contexte actuel, c'est un contexte de défaillance record, nombre de défaillances, et bien évidemment, derrière, c'est les salariés qui perdent leurs emplois, c'est les chefs d'entreprise aussi qui perdent leur entreprise, qui parfois perdent tout leur patrimoine. Et je pense qu'on l'oublie souvent d'ailleurs, hein. On parle souvent des salariés qui perdent leur emploi, on parle rarement des chefs d'entreprise qui peuvent parfois perdre tout leur patrimoine. Peut-être dire aussi que les PME sont forcément moins concernées par les PSE, donc par les plans sociaux collectifs, mais ils sont impactés forcément, puisque soit en tant que sous-traitant, soit naturellement, puisque lorsqu'il y a des PSE, il y a un bassin d'emploi qui peut être impacté. Donc forcément, les entreprises sont indirectement impactées ensuite. Peut-être sur un constat général, déjà dire que, puisque j'entends ce débat quotidiennement, que la politique de l'offre a montré ces dernières années qu'elle a fonctionné à travers différents indicateurs. Le premier, c'est que le taux d'emploi en CDI a augmenté, le chômage a baissé, et que pour analyser la situation actuelle, il faut bien être conscient qu'on a traversé de nombreuses crises. Le Covid, l'inflation, la guerre en Ukraine, et surtout l'instabilité politique. Et ça, je veux le redire, mais traverser des mois et des mois d'instabilité politique, on ne sait pas quel va être le budget, on découvre en février des mesures qui vont être rétroactives en janvier, c'est ce qui tue la confiance des chefs d'entreprise et ce qui empêche une entreprise d'investir. Et une entreprise qui n'investit pas, c'est derrière un sous-traitant qui est impacté, c'est une autre entreprise qui a l'activité en moins. Et aujourd'hui, on sent que l'activité globalement ralentit parce qu'on a eu une incertitude politique qui a entraîné des décisions qui n'étaient pas forcément favorables pour l'économie.
je ne reviens pas sur la hausse des prix de l'énergie, sur tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on a forcément une hausse des défaillances importantes. Donc la compétitivité des entreprises, aujourd'hui, elle est clairement impactée, et donc ça crée une situation économique qui est compliquée et qui en plus se complexifie avec ce qu'on voit arriver avec les Américains, donc une guerre commerciale potentielle et qui forcément va aussi provoquer de l'incertitude. Rappeler aussi quelques éléments, c'est qu'on a quand même le niveau de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'Union européenne, un niveau de charge, de coût du travail très très élevé et un niveau de dette qui est aussi, donc voilà, on cumule les records, des records dont on ne devrait pas être vraiment très très fiers. En termes de soutien aux entreprises aujourd'hui, ce que nous, CPME, on fait, on est très impliqués dans les GPA, et donc j'ai demandé à Didier Moinereau, qui est le président du GPA, de la commission GPA de France, d'être présent. Donc les GPA, c'est des groupements qui sont présents pour accompagner les dirigeants lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Et Patrick Martin l'a bien dit, il y a un vrai effort à faire à sensibiliser les dirigeants lorsqu'ils rencontrent des difficultés pour qu'ils soient accompagnés avant qu'il soit trop tard. Et ça, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu de nos organisations, bien évidemment, mais c'est un enjeu global. C'est de sensibiliser les dirigeants avant qu'il soit trop tard. Et en tout cas, bon, on pourra vous parler notamment des GPA qui sont là pour ça et dont des dirigeants bénévoles accompagnent d'autres dirigeants qui sont en difficulté pour justement les accompagner lorsqu'il y a une difficulté temporaire et de pouvoir intervenir avant qu'il soit trop tard. On pousse également les chefs d'entreprise à souscrire notamment tout ce qui sont des garanties sociales de chefs d'entreprise, donc la GSC, pour qu'ils ne se retrouvent pas, lorsqu'ils perdent leur entreprise, mais qu'ils ne se retrouvent pas sans aide économique. Ensuite, puisque le sujet on l'entend souvent, tout ce qui concerne les aides publiques, notamment les aides aux entreprises, nous on alerte toujours sur le fait que ce débat de la conditionnalité est un débat très dangereux. Moi je rappelle juste que lorsqu'on a un CIR, par exemple, le crédit d'impôt recherche, il est déjà conditionné, puisqu'on n'a pas un CIR pour acheter une voiture pour l'entreprise. Donc, lorsqu'on a des allègements de charges, c'est une réduction du coût du travail. Donc, si on commence à rentrer dans la conditionnalité, on commence à mettre une incertitude pour les entreprises et qui pourrait être très grave pour l'économie. Et enfin, le sujet de la simplification, qui est un sujet majeur pour nos entreprises. On a pu voir le projet de loi sur la simplification qui est actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale. On porte une proposition qui est le test PME, qui a été supprimé en commission. Donc bien évidemment, nous, on pousse à ce qu'elle soit reprise, parce que depuis des années, et depuis très longtemps, on met contrainte sur contrainte sur le chef d'entreprise, et après on s'étonne qu'il ait plus de temps pour développer son entreprise, pour s'occuper de son activité et pour accompagner ses salariés. Donc il y a un vrai enjeu sur la simplification pour les entreprises, et notamment pour les TPE et les PME, qui ont forcément moins de personnel pour gérer tout ce qui est administratif et autres. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. La parole est au Président Picon pour l'UDP. Bien, voilà. Bon. Merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés. Alors, moi, je représente ici les toutes petites entreprises. C'est un secteur d'un peu plus de 3 300 000 entreprises, mais qui se caractérise parce qu'elles ont peu de salariés. Et bien évidemment, sur les PSE, enfin, les sujets qui vont nous occuper dans le débat, on ne sera pas concerné, puisque nous, au-dessous de 11 salariés, on n'est pas concerné par ce sujet. Mais il n'en reste pas moins qu'on a un intérêt très fort, parce que sur les défaillances d'entreprises, 66 000 l'année dernière, et on constate ces chiffres également en les confrontant avec l'AGS, avec les statistiques aussi qui sont fournies par les administrateurs judiciaires. Plus de 84% de ces défaillances sont le fait d'entreprises de moins de 11 salariés. Et donc, évidemment, ces sujets nous préoccupent. Et voyez-vous, on évoque souvent les grands plans de licenciement chez Auchan, un peu partout. C'est 1500 salariés qui perdent leur emploi dans des petites entreprises toutes les semaines. Toutes les semaines. 1500, ça ne fait pas le 20 heures. Personne ne se mobilise. Ce sont des gens,
comme l'a dit Amir, quand on licencie et que l'entreprise ferme, le chef d'entreprise, le commerçant, l'artisan, la profession libérale, elle perd également toute son activité, son patrimoine, et souvent sans aucune possibilité de rebond. Donc ce sujet-là, bien évidemment, nous concerne, et pourtant, les petites entreprises, c'est 80% des entreprises de notre pays. Elles sont dans les territoires, elles irriguent l'ensemble de nos territoires, elles offrent des emplois de proximité, des emplois souvent qualifiés. Et bien évidemment, la situation économique de ces entreprises de proximité impacte l'emploi. Je le disais, 1500 emplois détruits toutes les semaines. Alors les causes, elles sont, j'allais dire, structurelles. Depuis longtemps, le coût du travail est effectivement une consommation qui est en berne. L'instabilité politique, ça a été dit, a pesé beaucoup sur ces entreprises. Le coût de l'énergie, l'augmentation des matières premières, tout cela a réduit les marges, a séché les trésoreries et des gens qui n'ont pas un staff important pour les aider à anticiper un certain nombre de choses qu'il faudrait peut-être faire. C'est d'ailleurs un axe sur lequel l'UDP travaille avec l'ensemble de ses adhérents sur la prévention, c'est-à-dire ne pas attendre que l'on soit face au mur d'une dette, mais anticiper les choses. Et puis la crise du Covid, ça a été dit, qui en a mis beaucoup dans la difficulté. L'État a été au rendez-vous. Alors évidemment, il y a un certain nombre d'entreprises où ça a retardé parce que leur modèle était en difficulté. Donc le PGE leur a permis de garder la tête un peu hors de l'eau. Mais ces corrections-là, d'entreprises qui auraient disparu au moment de la crise du Covid, ce temps est terminé aujourd'hui et on n'a plus ce rattrapage. Et on voit bien dans tous les secteurs, tout au long de l'année 2024, tous nos secteurs, qu'il s'agisse de l'artisanat, du bâtiment, la restauration, bien évidemment, 8000 restaurants qui ont disparu dans notre pays au cours de l'année 2024, coincés par des factures d'énergie, par des coûts de matières premières, mais aussi par un coût du travail, on y reviendra peut-être beaucoup, sur lequel il faut vraiment qu'on se penche tous là-dessus. Il ne s'agit pas de remettre en cause le modèle social ni la protection sociale de notre pays. Il s'agit vraiment de se pencher sur le financement de cette protection sociale. Ça ne peut pas peser autant sur le travail, c'est mauvais pour le salarié et c'est mauvais pour l'entreprise. Alors, tout ça, bien évidemment, c'est 600 entreprises qui ferment par semaine, qui entraînent 1500 salariés à perdre leur activité, c'est évidemment très dommageable pour l'économie de notre pays et l'économie de nos territoires. Parce qu'au fond, quand on observe de 2008 à 2017, les petites entreprises, sur l'ensemble de ces petites boîtes, elles ont créé plus de 200 000 emplois dans le même temps où les grandes entreprises, pour des raisons diverses et variées, elles diminuaient la totalité de leurs effectifs de 240 000. C'est le fruit d'une étude Teram sur les activités économiques dans les territoires. Alors, tout cela pour dire qu'il faut renforcer l'emploi dans les entreprises de proximité, il faut redonner du souffle. Ça passe... Alors, moi, je voudrais ici faire la part des choses entre ce que vous appelez parfois les aides aux entreprises et ensuite, après, notamment les allègements de charges, le soutien à l'apprentissage. C'est pas de l'aide aux entreprises, c'est favoriser l'insertion de jeunes dans l'entreprise et favoriser leur emploi. 80% des jeunes qui font un contrat d'apprentissage dans nos petites entreprises, de l'artisanat, du commerce, des professions libérales, trouvent un emploi à la sortie. Donc c'est un investissement qu'il ne faut surtout pas altérer. Et les dernières mesures ont rabioté un petit peu les choses. On est très inquiet sur ce qui peut se passer plus tard. Mais en tout cas, agir pour ces petites entreprises, c'est agir pour amener plus de jeunes dans l'emploi grâce au contrat d'apprentissage. C'est aussi évidemment améliorer l'emploi des seniors. Nous avons passé un certain nombre d'accords avec les organisations de salariés. Et puis,
Mais Patrick Martin, le MEDEF et la CPME, nous avons travaillé sur comment maintenir plus en emploi les seniors. On a un taux d'activité des seniors qui est décalé par rapport aux autres pays européens. Tout ça, ça doit prendre en compte l'usure professionnelle, la reconversion professionnelle avant qu'il ne soit trop tard. On sait qu'un certain nombre de métiers, et dans nos activités, notamment le bâtiment, on sait bien qu'il y a des gens qui ne pourront pas faire jusqu'au bout de l'âge de leur retraite, alors 64, 63, 62, on verra le résultat des courses à la fin des débats, mais en tout état de cause, quel que soit l'âge fixé, on sait qu'un certain nombre de professions auront besoin d'avoir une anticipation parce que leur métier l'imposera. Donc il faut qu'on travaille là-dessus pour améliorer l'activité des seniors, parce que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, avec la situation de licenciement de gens qui perdent leur emploi, nous avons dans beaucoup de secteurs du mal à recruter. C'est ce qu'on appelle les métiers en tension de recrutement. J'ai cité la restauration, ça en est un. Pourtant, des efforts ont été faits. Alors, il y a beaucoup de raisons à cela, certainement aussi une évolution sociétale qui fait que beaucoup de gens veulent davantage conjuguer mieux leur vie personnelle et leur vie professionnelle, et ils considèrent qu'un certain nombre de métiers ne leur permet pas de le faire. On voit bien cette vague de création dans la micro-entreprise, d'auto-entrepreneurs, dont beaucoup, leur motivation, elle est peut-être de ne plus supporter une hiérarchie, mais c'est pas seulement ça, c'est simplement parce que j'adapterai mieux ma vie personnelle et ma vie professionnelle, je travaillerai les jours où je souhaite travailler, et puis surtout aussi l'espoir de gagner plus, qui ne se vérifie pas toujours, et moi je vais dire pas souvent malheureusement. Et lorsqu'ils gagnent un peu plus, il faut bien le dire, et c'est la preuve par neuf que c'est au détriment de leur protection sociale, ce qui démontre encore une fois que le coût de la protection sociale sur le travail est devenu un sujet récurrent. Et je terminerai par cela. Le financement de la protection sociale sur le travail est un des éléments qui amènent un certain nombre d'entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre pour travailler, où les gens ne travaillent pas tout seuls. Un cabinet d'avocats, c'est peut-être un sujet différent de celui du maçon, du plombier ou de l'électricien. Ce sont des entreprises où le coût de main-d'œuvre et les charges sociales pèsent beaucoup dans un environnement qui reste concurrentiel pour ces petites entreprises. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, et surtout attirer votre attention que c'est pas parce que ça fait pas le 20 heures qu'il n'y a pas des milliers de gens qui perdent leur emploi et qui se retrouvent dans des difficultés. Alors accompagnés, Patrick l'a dit, à l'AGS, puisque nous sommes aussi administrateurs de l'AGS, accompagnés par France Travail, où là aussi nous avons développé avec France Travail depuis peu des structures permettant d'aller vers les petites entreprises pour les aider à recruter aussi, mais accompagner les plans de recrutement et de sortie aussi d'un certain nombre de nos salariés. Voilà, Monsieur le Président, puis je suis là pour répondre également à toutes les questions, bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose en premier temps de vous poser quelques questions, puis après je passerai la parole, vous pourrez répondre, après je passerai la parole à Monsieur le rapporteur pour une autre série de questions, et enfin, dans un dernier temps, les collègues députés ici présents pourront éventuellement, s'ils le souhaitent, vous poser des questions. Je rappelle l'objet de la commission d'enquête, c'est sur les défaillances des pouvoirs publics face à la multiplication des plans de licenciement. Et vous l'avez dit, le coût de travail, finalement, est un sujet. Et c'est vrai que si demain on travaille sur le coût de travail, il y aura moins de licenciements, donc finalement moins de sujets sur l'accompagnement des entreprises en cas de licenciement. Sur le coût du travail, j'aimerais bien vous entendre, on digresse un peu, mais je pense que finalement travailler sur le coût du travail, c'est réduire le nombre de licenciements. Certains appellent ça la TVA sociale. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais la réalité, aujourd'hui, c'est que la protection sociale est principalement sur les épaules des travailleurs, ce qui leur fait
être en grande difficulté, c'est-à-dire que finalement aujourd'hui on a plus de capital lié à l'héritage qu'à son travail. Je pense que dans une société qui doit encourager le travail doit être la première source de création de ce propre capital. Que pensez-vous collectivement de transférer un coût de la charge porté sur les travailleurs, sur la consommation, ce qui permettrait d'ailleurs en parallèle de créer un peu plus de compétitivité par rapport à des exportations venant d'autres pays? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, vous avez parlé de la simplification. J'aimerais bien savoir si vous avez des éléments sur les défaillances liées à une simplification trop absente, trop de normes et trop de difficultés au sein des entreprises. Enfin, dernière question, c'est la même que j'ai posée tout à l'heure aux organisations syndicales. On parle aujourd'hui de conditionner les aides, c'est ce qui est demandé par certains intervenants. Et je pense qu'il faut bien entendu entendre ces requêtes-là, mais j'ai quand même l'impression que les aides, elles sont corrélées à l'importance des charges sur nos entreprises. C'est-à-dire qu'on a mis plein de charges et comme les entreprises avaient du mal à s'en sortir, on a mis des aides. Est-ce qu'il ne serait pas, selon vous, judicieux peut-être de réduire les aides et en même temps réduire les impôts? Excusez-moi, en même temps, c'est plus fort que moi. Je rappelle que les impôts de production en France sont à 3,1% du PIB, au niveau de l'Union européenne à 1,5% et en Allemagne à 0,7%. Alors, tout simplement, on pourrait simplifier, moins d'impôts, moins d'aides, et ça permettrait d'avoir peut-être même d'ailleurs une réduction du coût du fonctionnement de l'administration. Donc pas mal de questions. Je vous laisse bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, pouvoir apporter des réponses. Le président Martin, peut-être. Merci, Monsieur le Président. J'en viens à votre question. Je voulais juste apporter une précision sur l'AGS qui a été évoquée par chacun d'entre nous, je crois, pour bien redire que c'est un régime d'accompagnement des salariés des entreprises en difficulté intégralement payé par les entreprises, que nous faisons face à nos responsabilités. L'AGS a distribué en 2024 2 milliards 100 millions d'euros. Bénéficiant, si on peut parler ainsi, à 256 000 salariés, et qu'en responsabilité, alors que c'est à notre seule main, nous avons augmenté le taux de cotisation, qui s'applique d'ailleurs aux premiers salariés, donc quelle que soit la taille de l'entreprise, le taux de cotisation de 0,15 à 0,25% des salaires. Voilà, c'est pour bien signaler que nous savons, quand il le faut, prendre nos responsabilités, en l'occurrence, face à une augmentation très importante, je le redis, du nombre de défaillances d'entreprises et par voie de conséquence du nombre de salariés concernés. S'agissant de la TVA sociale, pour remettre les choses en perspective, et puis peut-être pour objectiver un certain nombre de débats, net des aides aux entreprises, je pense singulièrement parce que c'est de loin le principal poste des allègements de charges. Nos entreprises supportent 12%, l'équivalent de 12% du PIB en prélèvement obligatoire, la moyenne européenne étant à 10,5%. Par comparaison avec notre principal concurrent, qui va redémarrer, et c'est tant mieux, je parle de l'Allemagne bien sûr, le différentiel sur la masse salariale est de l'ordre de 60 milliards d'euros. Donc, à tous égards, on ne peut pas rester indifférent à ce sujet, c'est-à-dire que, oui, le coût de la protection sociale à hauteur de 60%, tous régimes sociaux confondus, pèse. Alors, je me permets de vous compléter, Monsieur le Président. Vous avez dit que ça pesait sur les travailleurs, ça pèse sur les salariés, ça pèse sur les entreprises aussi. Si on prend par exemple le financement des retraites, il est assuré à hauteur de 60% par les entreprises, 40% par les salariés, ce qui d'ailleurs éclaire certaines propositions sur l'augmentation de cotisations pour équilibrer les régimes de retraite. Par voie de conséquence, il y aurait une réduction des salaires nets des salariés. S'ils en décident ainsi, si leurs organisations décident ainsi, on peut en parler. Mon pronostic est que les salariés ne seraient pas forcément enchantés de voir leur propre charge sociale augmenter encore. Donc, la question se pose à la fois sur vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, à la fois en termes de compétitivité. Je crois qu'on a encore, même s'il y a eu des progrès considérables ces dernières années à travers le coût du travail, à travers la fiscalité, on a encore un différentiel très important et qui explique en bonne part le déficit commercial que l'on peut avoir en France. Donc en termes de compétitivité, en termes de salaire net,
En termes de création d'emplois, le fardeau qui pèse en termes de charges sociales sur les entreprises et leurs salariés est à tous égards un frein. Alors, il y a deux débats à partir de là. Celui sur le niveau de la protection sociale et celui sur le financement de la protection sociale. Sur le niveau de la protection sociale, je pense que sans même dégrader le taux de couverture, le taux de prestation des différents régimes, on a d'évidence des marges de manœuvre financières en termes d'efficience. Je pense particulièrement à la santé. Quand on compare les coûts administratifs ou les coûts indirects du système de santé français, ils sont de 8 points supérieurs à ceux de l'Allemagne. Mais c'est vrai par comparaison avec d'autres pays. Et d'ailleurs, quand on compare en France même les coûts administratifs du secteur public et de l'hospitalisation privée, ce qui paraît plus intéressant encore, de l'hospitalisation privée non lucrative, associative, on a d'évidence des gains à trouver en termes de coûts de fonctionnement, sans obérer, au contraire peut-être même en améliorant la qualité de service. Il en va de même pour l'éducation nationale. Quand on fait des comparatifs internationaux, on a, ne serait-ce qu'en termes d'effectifs, par voie de conséquence de coûts salariaux, des performances qui ne sont pas à la hauteur de ce qui existe dans d'autres pays. Ça, c'est le niveau de la protection sociale. On a un système social qui, de par son financement, est totalement à bout de souffle, et la démographie conduit chaque jour un peu plus à ce que ces régimes sociaux, largement financés par les cotisations sociales, se mettent en situation de déficit. Je rappelle qu'il n'y a que 2 régimes sociaux qui sont à l'équilibre ou excédentaires. Il se trouve qu'ils sont tous les 2 gérés par les partenaires sociaux. Je veux parler bien évidemment des retraites complémentaires Agirc-Arrco et du régime accident du travail maladie professionnelle. L'autre régime très important aussi, celui de l'assurance chômage, l'UNEDIC, est supposément géré par les partenaires sociaux, mais on voit bien au fil des ans, et c'est particulièrement vrai ces dernières années, que l'État transfère à l'UNEDIC, à l'assurance chômage, des charges importantes, mais surtout prélève massivement ces excédents, de telle sorte que, contrairement aux engagements pris, l'UNEDIC ne pourra pas se désendetter. Si on parle du financement maintenant à proprement parler, je ne reviens pas sur tous les effets pervers en quelque sorte que j'ai indiqués, compétitivité, salaire net, création d'emplois. Donc je dirais à dépenses équivalentes, il est clair que si on peut transférer à la fiscalité une partie du financement de ces régimes sociaux, on s'en portera bien. Alors à la fin, si on raisonne à dépenses inchangées, il y a évidemment quelqu'un qui paye. La TVA sociale est sur le plan économique la solution la plus pertinente. Et on le sait tous, en particulier en ce sens qu'elle taxe également les importations. La France a, si on raisonne tout taux de TVA confondu, c'est le seul impôt sur lequel la France est moins disante en quelque sorte par rapport à ses voisins européens. La France a un taux moyen de TVA qui est inférieur à celui de l'Union européenne de l'ordre de 1,5 point, ce qui représente des sommes considérables. Après, il y a une autre alternative qui est la CSG. On sait que l'assiette n'est pas la même, que ça ne touche pas exactement les mêmes populations. En tout cas, nous, on est très, très demandeurs, qu'en particulier dans le cadre des réflexions en cours, des travaux en cours, parce qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une négociation, on se penche aussi sur le financement des retraites et plus largement des prestations sociales. Sur la simplification, moi je pense que le plus simple, si l'on peut dire, c'est de citer des cas concrets. Je pense en particulier à des projets d'investissement d'entreprises chinoises ou américaines sur le territoire européen. On sait de manière très précise qu'il y a des investissements qui ont été faits dans un pays plutôt que dans un autre, et le plus souvent au détriment de la France, parce que précisément les procédures étaient beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides dans ces autres pays. Je parle d'usines automobiles, je parle de data centers, je parle d'installations quand il y avait encore des investissements dans la chimie, ça n'est malheureusement plus vrai aujourd'hui, donc d'investissements en Allemagne, d'investissements en Grande-Bretagne. Ce qui est assez symptomatique de mon point de vue, c'est que quand en France on veut attirer un de ces investissements étrangers, eh bien on déroge au régime général de législation et de réglementation. Si on se reporte bien loin dans l'histoire, c'est comme ça que Toyota est venu s'implanter en France. C'est ainsi que Euro Disney est venu s'implanter en France. Alors, je ne parle pas de Notre-Dame, qui est un sujet très particulier,
Mais si on doit mettre maintenant en place des sites clés en main, et c'est très bien ainsi, c'est en particulier pour accélérer et dans une certaine mesure déroger à un certain nombre de normes, de législation, de réglementation, sans quoi ces sites ne trouveront pas preneur. Donc, de manière très empirique, je vous confirme que la simplification est un enjeu considérable, outre le fait que, et c'est particulièrement vrai dans les petites entreprises, c'est très chronophage et ça détourne, Michel Picon l'a signalé tout à l'heure, ça détourne le chef d'entreprise ou les dirigeants plus généralement de ce qui est finalement leur objectif et leur raison d'être principale, c'est-à-dire faire prospérer l'entreprise, investir, créer et préserver des emplois. Donc il y a des effets indirects qui sont d'évidence néfastes. Je finis simplement en rappelant ce chiffre, mais que les commissions ad hoc, ici même à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ont elles-mêmes pointé, c'est-à-dire que selon l'OCDE, le coût de l'excès de réglementation en France coûte de 2 à 4% du PIB, ce qui fait évidemment des dizaines de milliards d'euros. Enfin, sur la conditionnalité, mais ça a été dit en particulier par Amir, les conditionnalités qui existent actuellement en France sont intrinsèques. Je ne reprends pas l'exemple du crédit d'impôt recherche, mais si on parle des aides à l'apprentissage, moi je n'ai pas vu que se mettaient en place des aides à l'apprentissage, quel qu'en soit le montant. On sait qu'il a été raboté. Je n'ai pas vu qu'étaient accordées des aides à l'apprentissage si en face il n'y a pas d'apprentis. Et donc le risque majeur, si on introduit cette règle de conditionnalité, c'est que, étant intrinsèque sur les dispositifs dont les deux que je viens d'évoquer, on prenne en compte d'autres critères qui n'ont rien à voir finalement avec l'objet des aides quand elles existent. Et je finis simplement en disant que, j'allais dire philosophiquement, pour autant que je sois capable de philosopher, je suis, en tout cas le MEDEF d'une manière générale, est évidemment ouvert à une remise à plat beaucoup plus générale de ces tuyauteries qui font qu'effectivement en France on a des coûts bruts qui sont très élevés et qui sont soit d'une manière générale, soit au cas par cas, compensés pour partie par des aides. Ça crée là aussi de la complexité, ça crée des aléas, ça crée des délais, et ça a des effets, je pense en particulier aux allègements de charges, ça a des effets de bord qui sont parfois dévastateurs. Je rappelle que c'est notamment la demande du MEDEF que dans le cadre de la conférence sociale qu'avait tenue Madame Borne, alors Première ministre, à l'automne 2023, les travaux qui avaient été confiés aux deux économistes Bozio et Wasmer portaient en particulier sur les effets de seuil que les dispositifs d'allègement de charges comportaient et qui étaient des trappes à bas salaire. Il devait par ailleurs s'interroger sur les effets aussi pervers de certains dispositifs de soutien au pouvoir d'achat. Je pense à la prime d'activité en particulier. Et on a des démonstrations flagrantes, documentées et nominatives d'entreprises où un certain nombre de salariés qui sont parfaitement rationnels, moi je ne porte aucun jugement de valeur là-dessus, encore moins de jugement moral, un certain nombre de salariés à qui il est proposé de passer de temps partiel à temps plein, ou en tout cas des temps partiels plus importants, de manière parfaitement argumentée, disent non parce que ça va me faire perdre le bénéfice de tel ou tel dispositif d'aide. Donc oui, on est très favorable à ce que de manière très objective, très posée, très sereine et le plus possible consensuelle, on remette à plat beaucoup de dispositifs, moins d'aide contre moins de charges brutes. Merci, Monsieur le Président Reza Tofigui. Je crois que vous vouliez ainsi intervenir. Oui. Alors sur les 3 points, donc TVA sociale, moi je pense qu'il faut aller plus loin que ça. En gros, la question c'est est-ce que le travail aujourd'hui peut financer tout le modèle social ? Et donc, très concrètement, dans une société qui a de plus en plus de besoins, on voit avec l'augmentation de l'espérance de vie, le nombre d'actifs qui baisse, en fait, plus on va pousser et plus à la fin, on va avoir des travailleurs qui vont payer la moitié, 2 tiers. À un moment donné, il n'y a plus de limite. Et donc, le point, il est de dire il faut revoir un système qui a été fait à l'après-guerre et qui fonctionnait à une époque pour se dire comment on finance mieux notre modèle social. L'idée, c'est pas de le financer moins, mais que le financement ne repose plus sur les travailleurs. Et alors, je ne vais pas revenir sur ce que Patrick a dit, et je suis totalement aligné sur le fait que on peut gagner de l'efficience dans la gestion, notamment les hôpitaux. L'exemple était très bon aujourd'hui sur les hôpitaux à but non lucratif. Donc, en plus, on reste sur l'associatif. Les charges administratives, c'est 30% de moins que l'hôpital public.
Je veux dire, on peut quand même se questionner à un moment donné sur l'efficience de l'hôpital public et comment on pourrait l'améliorer. Mais si on revient sur comment on finance notre modèle social, aujourd'hui, il faut avoir un transfert massif du travail vers d'autres fiscalités. Et je pense que la TVA ne suffira pas. Parce que si on veut réduire drastiquement le coût du travail, autant pour le salarié que pour l'entreprise, et d'ailleurs ça va réduire les allégements de charges, comme ça on dira moins que les entreprises sont aidées, il faut se demander quelles sont les charges non contributives. Si on prend par exemple la santé, est-ce que c'est normal que ce soit les travailleurs qui payent la santé de tout le monde ? Je pense que là, il y a un vrai débat. Et je pense que c'est plutôt un sujet de solidarité nationale, comme la politique familiale. Est-ce que la politique familiale doit être payée par les salariés ? Non, c'est un sujet global de fiscalité au niveau de la nation. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'il y a une grosse enveloppe de charges à transférer vers d'autres impôts. Et donc là, il y a un vrai débat de société à avoir pour savoir comment on le finance. Mais derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir des salariés qui vont être mieux payés. On va avoir un écart entre le travail et le non-travail qui va augmenter, et on va avoir des entreprises qui vont pouvoir embaucher. Et on n'aura pas le choix. Donc soit on le fait maintenant, soit on le fera quand vraiment, à un moment donné, on ne pourra plus financer notre modèle. Et donc ça, c'est pour moi un des sujets les plus prioritaires. Le deuxième, par rapport à la simplification, et Patrick l'a très bien dit, il y a de nombreux exemples. Alors là, c'était plutôt sur des grandes entreprises qui ont pu venir quand on a permis des dérogations ou qui ne sont pas venus justement par rapport à la complexité globale. Juste mettez-vous à la place du chef d'entreprise qui gère 5 ou 10 salariés, qui se retrouve en permanence avec tout ce qu'il faut gérer et qui passe une journée et demie par semaine parfois à gérer ça. C'est l'enfer, quoi. Et vraiment, faut le vivre pour le comprendre. Faut avoir vécu ça de près et pas juste commenter et pour comprendre ce que c'est. Et moi c'est pour ça que quand j'entends que le test PME a été supprimé, moi ça me rend hors de moi. Parce que c'est le test de bon sens en fait. C'est que avant de voter une loi, qu'on puisse vous dire voilà, on l'a testé en entreprise et voilà ce que ça va donner. On vous demande juste ça. On vous demande pas que nous on fasse la loi. On vous demande juste que vous nous donniez l'occasion de le tester avant de voter la loi et qu'on puisse vous dire voilà ce que ça donne. Et moi je comprends pas que ça soit pas accepté. Parce que je ne vous demande pas de venir dans nos entreprises. Non, je vous demande juste de nous laisser vous dire ce que ça a comme conséquence. Ensuite, le conditionnement des aides. Moi, je vais vous raconter une histoire. Moi, quand on vient prendre 10 € dans ma poche et qu'on m'en rend un et qu'on me dit ça je t'aide. Et en plus, je vais te demander maintenant, puisque je te rends ce 1 €, je vais te demander en plus une condition. Allez, arrêtons quand même sérieusement. Je veux dire, on est le pays qui taxe le plus et on voit que ça ne marche pas. Donc à un moment donné, on voit, il faut aider les entreprises parce que à force d'avoir taxé, on est obligé de leur rendre un petit peu. Ah, mais en même temps, on n'aime pas aider les entreprises. Donc on va conditionner. Non, mais vous avez raison. Enlevant les impôts, enlevant les taxes, et bien évidemment, on enlèvera les aides. Parce que les aides, en fait, elles sont juste là pour compenser un climat économique, une situation économique qui est compliquée à cause des taxes. Pourquoi les allègements de charges ont été créés ? Les allègements de charges, c'est quelque chose qui a été créé historiquement parce que au niveau de salaire, sur les salaires faiblement qualifiés, les entreprises ne pouvaient pas recruter. Donc on a été obligé de créer les allègements de charges. C'est quelque chose d'historique, les allègements de charges. C'est pas récent. Parce qu'il y avait un niveau de charge qui était trop élevé. Donc oui, moi je veux bien. On peut revenir sur les aides si, bien évidemment, on revient sur les impôts, les taxes et tout ça. Ce serait super. Ouais. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Picon, je vous en prie de façon courte parce que je sais que Monsieur le Président Martin ne va pas partir et Monsieur le rapporteur a une question qui me semble être à l'attention du... Promis, Monsieur le Président, très court. Non, mon propos, je vais le concentrer. Oui, allègement de charges. Vous avez évoqué TVA sociale, mais pas que. Il va falloir que l'on fasse des choix pour privilégier le travail à la rente, quelle qu'elle soit. C'est ce changement de société que l'ensemble de nos adhérents, qu'ils soient artisans, qu'ils soient commerçants, des gens qui se lèvent tous les matins à 5 h du matin pour bosser et qui s'en sortent tout juste, eux et leurs salariés, on a besoin de cette inversion. Alors les pistes, elles sont nombreuses. Vous avez cité la TVA sociale. Moi, je pense qu'il faut trouver un autre nom parce que depuis quelques années, la TVA sociale s'est cramée. Il y en a quelques-uns qui en ont fait les frais. Donc on va trouver... l'imagination est au pouvoir, on va bien trouver un autre mot. Mais oui, quelques points de TVA, mais pas seulement. Il faut aussi s'intéresser à la rente, au placement,
au PFU, au prélèvement forfaitaire universel, unique. Il faut s'intéresser à l'héritage aussi. Les droits de succession, oui, du patrimoine, bien sûr. La concentration du patrimoine, chez nos concitoyens, par rapport à il y a 20 ans en arrière, le patrimoine s'est concentré, donc il faut réguler un petit peu ça. Et puis, pardon de le dire aussi, c'est pas satisfaisant une société qui rémunère mieux les grands-parents que le petit-fils qui bosse. Enfin, il faut, à un moment, avoir un langage de vérité en préservant, bien évidemment, les petites retraites. Il est hors de question d'aller chercher chez des retraités pour qui la vie est difficile. Mais tous les autres, d'abord, ils nous disent « mais moi, je l'aide, mon petit-fils ». Mais tous ne le font pas. Et donc, il y a une évidence. Donc, il y a la TVA sociale et d'autres paramètres. En tout cas, nous travaillons là-dessus. On aura l'occasion prochainement de faire des propositions chiffrées, puisqu'il ne s'agit pas de dire qu'il faut alléger. Oui, il faut alléger le coût du travail, c'est indispensable, sinon on va tous dans le mur. Mais comment on l'allège et avec quels outils on s'y prend? Sur la simplification, c'est évident, je rejoins Amir, mais les gens, ils n'en peuvent plus des normes, ils ne savent plus. Ils vivent dans l'insécurité juridique parce qu'il y a tellement de contraintes qui pèsent sur les entreprises qu'ils n'arrivent plus à savoir, ça j'ai droit, je fais pas, comment je m'en sors là-dessus, je change mon four, est-ce que le fait d'avoir un nouveau four, je tombe dans une nouvelle réglementation? Oui, ça a un coût. Ça a un coût d'abord sur la santé du chef d'entreprise quand il ne peut pas payer des gens pour le faire. Et puis, ça a un coût aussi parce que les investissements sur lesquels parfois on le contraint, qui sont, pardon de le dire, mais pour certains superfétatoires. Et je rejoins Amir. La loi sur le test, elle est indispensable. On voit bien qu'il y a des boîtes qui partent au tapis avec des normes et des décisions qui sont prises dans cette maison et qui vont tuer des entreprises. Alors, elles ont toujours une bonne raison. Parfois, c'est la sécurité du consommateur. Sécurité plus. On est dans une société où il faut laver l'eau. Mais à un moment, tout ça a un coût et ça pèse, bien évidemment. Et puis, le transfert, bien sûr, d'impôts, ce troc impôts et aide des entreprises, oui, je pense que moins de charges sur les entreprises, moins de fiscalité sur les entreprises, il y a celle nationale et il y a celle aussi des territoires. Eh bien, je pense à la taxe sur la mobilité, où les régions vont nous en mettre un coup de plus sur la tête, pas pour les petites entreprises, mais pour toutes celles qui sont au-delà de 10, et puis les CFE, la CVAE, enfin... Oui, il faut alléger les entreprises si on veut concourir dans une économie où on peut se mesurer positivement avec les autres pays européens. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Juste pour rappeler rapidement, c'est vrai que pour 100 € d'une entreprise, il en reste 54 pour le salarié. Pour le capital, sur 100 €, il en reste 70. Pour les retraites, sur 100 €, il en reste 86. Et pour l'héritage, sur 100 €, il en reste 94. Il y a certainement un sujet, à mon avis, de travail à avoir là-dessus. La parole est à Monsieur le rapporteur qui, je crois, veut poser des questions syndicat par syndicat. Ce sera plus simple, surtout si M. Martin doit partir, on va faciliter les choses. Je me permets, dans la suite de ce que vous avez dit, Monsieur le Président, effectivement, de constater que depuis les années 80, où s'est installé un déséquilibre fort entre capital et travail dans la répartition de la valeur, nous n'avons pas corrigé cela. Donc, j'entends beaucoup de choses ici, mais enfin, on a globalement une politique, je sais qu'il y a l'instabilité politique parlementaire, nous la vivons au quotidien. Enfin, il y a globalement une stabilité des politiques publiques qui est menée depuis des années, qui est la politique de l'offre et de facilitation progressive des licenciements. Vous me permettrez, Monsieur le Président, une petite correction sémantique pour nous tous, pour la bonne compréhension de mon débat. Moi, je n'emploierai pas le terme charge sociale. Je ne sais pas ce que c'est et ce que ça veut dire. Je sais en revanche ce que sont des cotisations sociales, et je crois, puisqu'on a parlé de notre protection sociale, de notre santé, qu'on a besoin de ces cotisations sociales, que vous avez besoin de salariés en bonne santé, de consommateurs bien protégés, bref, d'une société qui vit bien et qui va bien pour que notre économie se porte bien. Je crois que c'est à la base de toutes les réflexions que nous pourrons partager ensemble. Je me permets de recadrer un peu notre débat parce que je
vois une forme de, non pas d'esquive, je ne veux pas être dans le jugement de valeur des propos des uns et des autres, mais on a abordé beaucoup de thèmes qui sont des thèmes passionnants à n'en pas douter, sur lesquels il nous faudrait des heures entières de discussion. Moi, j'y suis prêt, et peut-être qu'on aura l'occasion dans d'autres cadres de poursuivre ces discussions, mais on est aujourd'hui sur la question des licenciements. Et donc, ma première interrogation, elle sera pour le président du MEDEF, Monsieur Martin. Vous avez parlé dans votre propos introductif de défaillance, de la conjoncture, et j'évoquerai tout à l'heure le cadre des PME et des TPE pour une question, parce que je distingue les situations. Il n'y a pas des entreprises, comme il n'y a pas des salariés. Enfin, chaque particularité doit être prise en compte, et donc j'aurai évidemment des questions à vous poser là-dessus. Mais donc vous évoquez, oui, une conjoncture économique qui est ce qu'elle est. Là aussi, nous en sommes conscients. Mais quid des licenciements boursiers ? Comment justifiez-vous dans ce cas-là les licenciements boursiers ? Merci, monsieur le rapporteur. Je me permets juste de... Vous avez évoqué le partage de la valeur. Je rappelle que, fondé sur des travaux menés par les partenaires sociaux, sur la base de travaux tout à fait objectifs, faisant appel à des économistes de toute sensibilité, a été votée une loi partage de la valeur. Quel était le diagnostic partagé avec les organisations syndicales que, contrairement à ce qui peut être dit ici ou là, le partage de la valeur en France ne s'est absolument pas déformé ces dernières années, même dernières décennies, et qu'il est un des plus équitables au monde. Donc il est faux, permettez-moi de dire, il est faux de dire que la part des dividendes a augmenté dans le partage de la valeur des entreprises françaises. Alors on peut trouver des exceptions, mais on en trouvera dans un sens et dans l'autre. Bien. Deuxième point, je voudrais préciser que le MEDEF représente 200 000 entreprises dont l'effectif moyen est de 47 salariés. Alors si on intègre, c'est d'évidence, hein, si on intègre que dans les rangs du MEDEF, vous avez Stellantis, vous avez Carrefour, vous avez L'Oréal, etc., ça signifie arithmétiquement qu'il y a également beaucoup de petites et moyennes entreprises. Ayant moi-même été président d'un MEDEF départemental, je peux vous dire qu'il y avait bon nombre d'entreprises d'1, 2, 3 salariés. Voilà, je ne voudrais pas qu'il soit considéré que le MEDEF est le défenseur des seules grandes entreprises qui pratiqueraient des licenciements boursiers. Qu'est-ce qu'un licenciement boursier ? Je ne sais pas ce que c'est qu'un licenciement boursier. Typiquement, et on a tous à le déplorer, et les mandataires sociaux et les actionnaires de cette entreprise au premier chef, ils sont d'ailleurs abondamment expliqués là-dessus. Est-ce que Michelin procède à des licenciements boursiers ? Est-ce que Valeo procède à des licenciements boursiers ? Est-ce que Casino procède à des licenciements boursiers ? Est-ce que, de moindre échelle, mais de manière plus récente, CEA procède à des licenciements boursiers ? Est-ce que CASA procède à des licenciements boursiers ? Moi, je ne crois pas me tromper en disant qu'en face de chacune de ces situations, il y a des données économiques objectives. Donc dire que ces entreprises procèdent à des licenciements boursiers alors même qu'elles sont confrontées à une compétition internationale de plus en plus vive, et de jour en jour elle s'accentue, que dans un certain nombre de cas leur marché se dégrade quand ils ne disparaissent pas, je vais vous citer un cas. À sa demande, j'ai reçu il y a quelques jours le président chinois de Chine, flanqué d'ailleurs de 8 de ses collaborateurs chinois. J'avais demandé à nos adhérents du textile, de l'habillement, du jouet et de la puériculture, mais également des fédérations du commerce d'être là. Alors il faut d'ailleurs s'interroger sur le modèle de ces grands sites de e-commerce plutôt étrangers, chinois, progressivement indiens. Bon, en attendant, c'est un modèle économique qui est déstabilisé. Quand vous analysez les raisons pour lesquelles Michelin ferme des sites, quand vous analysez les raisons pour lesquelles Valero ferme des sites, quand vous analysez les raisons pour lesquelles un certain nombre, et je crains que ça arrive de mal en pis, d'enseignes de retail, comme on dit en bon français, ferment des filiales françaises, en tout cas un bon nombre de magasins, vous avez toujours une raison économique, de concurrence ou de marché. Donc voilà, moi je n'identifie pas dans un passé récent ou moins récent, de cas de licenciement boursier en France. Donc on peut en débattre autant que vous le voudrez.
Oui, Monsieur le Président, vous ne savez pas définir un licenciement boursier. Vous avez vous-même évoqué le cas de Michelin. Je crois que 1,4 milliard d'euros de dividendes distribués et 1254 postes supprimés. Moi, j'appelle ça un licenciement boursier, parce qu'on peut toujours se raconter les raisons qu'on veut et d'ailleurs avoir une notion fourre-tout de sauvegarde de la compétitivité. La réalité est celle-ci, c'est quand on a les moyens de distribuer 1,4 milliard d'euros de dividendes à ses actionnaires, on a les moyens de maintenir 1254 postes sur le territoire national. Ma seconde question, peut-être je vous vois réagir. Je m'inscris totalement en faux. Bon, je ne crois pas que les actionnaires de Michelin soient caractérisés, je pense aux actionnaires familiaux en particulier, par des pratiques prédatrices. Hein, et ça n'enlève rien à ce que M. Ménégo, qui ne me paraît pas être un bourreau social, le défenseur du salaire décent, je le rappelle, a parfaitement bien expliqué. Vous avez des clients en face de vous. Alors, sauf à ce que les clients, par patriotisme, par civisme, par fibre sociale, et ça serait éminemment respectable, achètent en l'occurrence des pneumatiques plus chères, qu'ils soient Michelin ou autres, au motif d'éviter des licenciements supposément boursiers. Le fait qu'il y ait des distributions de dividendes ne change strictement rien à la compétitivité ou pas de l'entreprise. Je ne crois pas à nouveau que Michelin, Valeo, c'est la même chose, hein, n'ait pas de problème de marché et de problème de compétitivité. Donc, permettez-moi de dire que je ne partage pas cette appréciation du licenciement boursier. Bon, nous ne nous mettrons pas d'accord aujourd'hui, j'en conviens, à regret, mais j'aurais essayé. Deuxième sujet, mais qui s'adresse également à M. Reza Tofigui, mais sur laquelle évidemment le président Martin peut réagir, parce qu'il en a parlé aussi, donc elle est j'allais dire, conjointe. Vous avez dit, M. Reza Tofigui, que, si je reprends vos propos exacts, que interroger la politique de l'offre et des aides publiques était dangereux. Je reprends votre terme, dangereux. Il m'a marqué, il m'a frappé, parce qu'il me semble que quand on parle du premier poste de dépenses de la nation, les aides publiques, alors on a du mal à obtenir, il y a une commission d'enquête sénatoriale en ce moment, à obtenir un chiffre précis, clair, parce que les aides sont diverses, variées, directes, indirectes, etc. Mais globalement, on s'accorde à dire qu'elles sont considérables. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je suis pour ma part favorable à ce que la puissance publique aide nos entreprises, les secteurs qui en ont besoin pour affronter les grandes mutations à l'œuvre et puis pour protéger l'emploi sur notre territoire. Mais quand même, on a un devoir de bonne gestion des deniers publics dans la période dans laquelle nous sommes, vous en conviendrez. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, le président Martin parlait tout à l'heure de philosophie, je crois même de morale, bon, sans aller jusque-là, mais quelque chose de problématique, pour le dire de façon très neutre. Est-ce que, vous parliez du crédit impôt recherche, par exemple, est-ce que Sanofi, 100 millions de crédits impôt recherche par an, 330 chercheurs au chômage, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre d'un déséquilibre? On évoque souvent dans cette Assemblée l'idée pour les personnes les plus pauvres, l'idée que je ne partage pas telle qu'elle est formulée, mais qu'à des droits doivent correspondre des devoirs. Est-ce que vous ne considérez pas que recevoir de l'argent public, c'est-à-dire un effort du contribuable, un effort de la puissance publique, singulièrement dans une époque de déficit public exacerbé comme celle que nous vivons aujourd'hui, impose des devoirs? Et donc peut-être nous ne serons pas d'accord sur la conditionnalité, je l'entends bien, je ne vais pas essayer de vous convaincre. Nous ne serons peut-être même pas d'accord sur le contrôle. Peut-être arriverons-nous à être d'accord sur l'idée qu'il faut de la transparence, au moins que ces données soient publiques. Quand on reçoit la Cour des comptes, on nous dit, et ça nous a un peu effrayé avec certains collègues, qu'il n'existe nulle part pour une entreprise le calcul, le total qui est fait des aides publiques qu'elle a reçues. Est-ce que vous seriez d'accord, même si c'est nous qui légiférons à la fin, mais est-ce que vous trouveriez normal, cohérent, qu'il y ait une transparence qui s'exerce sur les dépenses publiques et qu'ainsi les parlementaires que nous sommes, mais aussi les partenaires sociaux, la société tout entière, puissent en débattre et ensuite décider de leur usage, et notamment, par exemple, de leur redéploiement, notamment vers nos TPE, PME? En fait, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous parlez d'aide publique, nous on ne parle pas d'aide publique. Lorsqu'on a un coût du travail qui est trop élevé pour qu'une entreprise puisse recruter des personnes peu qualifiées et que les pouvoirs publics ont décidé de faire des allègements de charges, ce n'est pas une aide publique, c'est en gros une redéfinition du coût du travail au niveau du SMIC. Alors, moi, je n'ai pas l'impression que l'État est en train de m'aider lorsque je reçois ça. Moi, je dis juste, le coût du travail, il est adapté pour que je puisse recruter. Et en fait, la différence, elle est là, c'est que c'est pas une subvention, c'est pas l'État qui nous dit je vous donne 100 000 euros. Il n'y a pas ça. Ça n'a jamais été ça. C'est pas un chèque qui tombe en disant 200 000 euros, tenez, faites ce que vous voulez. C'est pas ça. En fait, tout est conditionné.
Moi, en face des allégements de charges, j'ai un salarié. J'ai pas personne, j'ai pas l'État qui m'a dit voilà, prends ce chèque-là, fais ce que tu veux avec. En face du CIR, j'ai de la recherche. En face du crédit impôt innovation, j'ai également quelque chose. Et à chaque fois, il y a quelque chose en face. Donc soit on considère que pour favoriser une politique de recherche, pour favoriser une politique d'emploi des salariés peu qualifiés, on met en face des aides, mais que moi j'appelle pas une aide, j'appelle une redéfinition du coût, et que donc l'État fait ça, et donc on voit que ça peut marcher d'ailleurs. Quand on prend par exemple l'aide à l'apprentissage, on n'a jamais autant d'apprentis. Mais encore une fois, c'est pas une aide qui nous est donnée sans qu'on ait recruté un apprenti, sans qu'on passe du temps à former la personne, sans qu'on soit là à lui mettre un tuteur pour qu'il puisse justement l'accompagner. Donc la conditionnalité, elle est là. C'est pour ça qu'encore une fois, pour moi, c'est pas des aides, c'est une redéfinition de différentes politiques, la politique de charge salariale, la politique de l'emploi. On va considérer que oui, il faut accompagner les entreprises pour recruter un apprenti. Attendez, il faut que j'éteigne, je crois. Merci à vous. Je me permets de prendre appui sur l'audition que nous avons eue de la Cour des comptes, dont on s'accordera ici à dire qu'elle est crédible et qu'elle sait de quoi elle parle, qui nous dit qu'il y a un problème avec les aides publiques, c'est qu'on ne part pas des besoins réels des entreprises. Et comme il n'y a pas de plafonnement, comme il n'y a pas de suivi, comme il n'y a pas de transparence, on est sur des dispositifs qui s'additionnent les uns aux autres, chose que nous n'acceptons pas collectivement, enfin qui n'est pas acceptée par la puissance publique en matière d'aide sociale. Cumuler des aides, on va un locataire du RSA, on va fixer en fait un maximum de fait, puisqu'on va regarder l'argent qu'il a perçu à Noël de la part de sa grand-mère, celle dont vous interrogez le revenu, Monsieur Picon, et on va le déduire. Donc j'en déduis, puisque vous me dites c'est déjà conditionné de fait, c'est déjà conditionné sans que ce soit écrit nulle part, donc vous n'avez pas de réticence particulière à la transparence, à ce qu'on fixe clairement dans la loi, qu'on contractualise, quoi, comme ça se fait dans le monde économique, une aide, une obligation, notamment que quand la puissance publique, vous me dites c'est pas de l'argent comme ça, etc., que c'est presque un dû à vous entendre, l'aide publique. Pardon, mais je pense que le contribuable français qui a versé 110 milliards d'euros en 10 ans de CICE, dont un emploi CICE coûte 200 000 euros, que le contribuable français qui a contribué au crédit impôt recherche à hauteur de 7 milliards, 7 par an, etc., aura du mal à entendre cet argument que finalement tout ça est un dû et que ça ne nécessite pas un effort, parce que c'est de l'argent ensuite qu'on ne retrouve pas dans nos services publics, dans nos hôpitaux, ou y compris qu'on ne retrouve pas forcément pour soutenir nos petites et moyennes entreprises alors qu'on en a besoin. Donc moi, ma question, c'est pour ça que je vous la repose. Donc je comprends de ce que vous me dites que vous n'avez pas de difficulté à assumer de façon transparente ces aides publiques, y compris en les mettant en regard de ce qu'est la fiscalité ou autre. Moi, j'ai pas de problème à avoir un débat sur la fiscalité. Je partage évidemment pas les conclusions du président, mais c'est normal. Mais donc, vous n'avez pas de difficulté particulière à ce qu'on inscrive noir sur blanc chaque année le montant d'aide publique global, mais surtout le montant d'aide publique perçu par les entreprises, et que, effectivement, puisque vous évoquez vous-même l'idée d'un conditionnement de fait, qui a un engagement moral, mais qui doit être codifié dans le fait qu'on ne peut pas supprimer des emplois quand on a reçu de l'aide publique, ou en tout cas qu'il faut en avoir une justification solide. Je vais rajouter voilà. une question, si vous me permettez rapidement. Peut-être pas forcément mettre que les aides, mettre juste le solde. C'est-à-dire, est-ce que vous avez plus touché ou payé? Je pense que déjà, ne serait-ce que mettre l'indicateur de combien l'entreprise a touché ou combien l'entreprise a versé en aide sociale pourrait être intéressant, plutôt que de mettre que d'un côté, mettre le delta entre ce qui est touché et ce qui est versé. Je me permets, pardon, Monsieur le Président, c'est pas la même chose. L'impôt, pas la même chose qu'une aide qu'on reçoit. Il n'est pas décidé de la même façon, sur les mêmes critères. Je veux bien qu'on sorte de cette réunion en ayant mis par terre notre système de protection sociale et son financement. Je vous invite quand même à faire attention aux préconisations qu'on formulera ensuite. Alors, oui, c'est bon. Juste parce que j'entends des choses qui... Non mais c'est hors sol en fait la discussion. Je veux dire, on recrute des salariés qui sont en dessous de 1,6 SMIC. On a forcément d'allègements de charges. Quand j'entends on a des aides de l'État donc il ne faut pas licencier, il n'y a plus aucune entreprise qui licencie. Parce que toutes les entreprises ont des allègements de charges lorsqu'ils ont des salariés moins de 1,6 SMIC. Super. Tout le monde est fonctionnaire maintenant, plus personne n'est licencié. C'est ça que vous voulez? En fait, non mais c'est hors sol. Je suis désolé, mais en fait, 80 milliards d'euros, c'est les allègements de charges. Donc en effet, vous avez raison, un des premiers postes, c'est les allègements de charges. Vous appelez ça quoi? Vous appelez ça des aides de l'État? Non, moi j'appelle ça juste un coût du travail qui baisse en dessous de 1,6 SMIC, parce que sinon,
on considère que l'emploi peu qualifié à ce niveau-là, ça provoque un chômage important. Donc, je ne comprends pas. Si vous voulez, on peut dire oui, voilà la masse de cotisations qu'on a payées, et sur ces cotisations-là, on a eu ça en baisse. C'est ça que vous demandez? Parce que dire qu'une entreprise a reçu je ne sais pas combien de millions d'aides publiques, non, c'est pas ça, en fait. Par rapport à ses charges patronales qu'elle devait payer, elle a payé une partie et pas l'autre, parce que l'autre est un allègement de charges. Donc, moi, c'est pour ça que quand vous parlez d'aide publique, moi, en fait, non, c'est pas une aide publique. Voilà, c'est pas une aide publique. Je suis désolé, mais c'est juste une redéfinition du coût du travail qui a été faite, parce que sinon, à ces niveaux-là, il y avait un chômage de masse. Et donc, je ne comprends pas comment on pourrait conditionner, parce que ça voudrait dire juste que toutes les entreprises, en fait, ne pourraient plus licencier, parce qu'elles ont toutes des allègements de charges. Ah, sauf, vous avez raison, sauf les entreprises qui ont que des salariés de plus de 1,6 SMIC, donc oui, les entreprises de conseil sûrement, ou ceux qui ont des salariés à 3 000, 4 000, 5 000 euros bruts. Vous nous dites on a les aides publiques pour empêcher les licenciements. J'ai malheureusement un dossier entier d'exemples où on a et les aides publiques et les licenciements. C'est-à-dire que le contribuable paye pour des licenciements boursiers, terme que j'emploie, ou des licenciements en tout cas, alors que des entreprises ont été aidées, accompagnées par la puissance publique. Mais là aussi, j'entends bien qu'on ne va pas réussir à se mettre d'accord et leur tourne. Donc ma question sur les PME, TPE, elle était la suivante. Ah pardon, oui, allez-y, comme ça je laisse le temps. À mon tour, quelques réactions à vos propos. Alors évidemment, on peut brandir toutes sortes de chiffres, surtout quand ils sont vrais. Je reviens quand même à ce que je disais tout à l'heure, les entreprises françaises nettes des aides qu'elles perçoivent supportent beaucoup plus de prélèvements obligatoires que leurs concurrentes européennes, pour commencer. Ça, c'est un chiffre qui n'est pas contestable non plus. Premier point. Deuxième point, le fait que, dans le cadre de la politique dite de l'offre, notre corpus législatif, fiscal, social a été allégé, ça s'est traduit de manière très concrète en termes d'attractivité de la France. Vous prenez le nombre d'implantations industrielles ou le montant des investissements directs étrangers sur le territoire français avant, pendant, et je le crains dorénavant, après, le résultat est flagrant. Il y a des classements qui sont établis même pas par le MEDEF. Alors vous voyez, c'est vous dire s'ils sont impartiaux et incontestables. Donc là aussi, je crois qu'il s'agit d'être très factuel. Quand vous prenez la compétitivité salariale nette des allègements de charges, je vous cite un cas. Il y a une étude qui est parfaitement documentée, qui est celle du Syntec, donc dans les professions à forte valeur ajoutée. Le différentiel de coûts salariaux qui résulte essentiellement des charges sociales entre la France et l'Allemagne a effectif constant, c'est 8 milliards d'euros par an. 8 milliards d'euros au détriment de la France. Je crois qu'il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un certain nombre d'emplois qualifiés qui quittent la France, alors pas nécessairement pour aller en Allemagne, c'est beaucoup vers les États-Unis. Si on faisait le différentiel avec les États-Unis, ça serait beaucoup plus important encore. Je finis sur 2 points. Le crédit d'impôt recherche, vous avez cité Sanofi. Vous ne pouvez pas ignorer que Sanofi réalise de l'ordre de 7% de son chiffre d'affaires en France, investit 25% de ses budgets de recherche en France et à 23% de ses chercheurs en France. Je pense que ça n'est pas totalement étranger à l'existence du crédit d'impôt recherche. Et pour être dans une région où il y a des laboratoires Sanofi, je pense que ces régions, ces territoires se portent bien d'avoir jusqu'au jour où ces laboratoires. Enfin, vous savez mieux que quiconque qu'au-delà de 100 millions d'euros, depuis 3 ans, le taux de crédit d'impôt recherche a été très considérablement amenuisé, je crois à hauteur de... Enfin, il est à 5% dorénavant. Donc voilà, je crois qu'il est en tout cas de la responsabilité des organisations patronales de rappeler un certain nombre de réalités, de sorte qu'à un moment donné, de manière objective, sereine, on puisse parler constructivement. Voilà. Donc les licenciements boursiers, je ne sais pas ce que c'est. Les aides, le montant des aides, on ne le conteste pas. Bon, si on peut le réduire, très bien. Mais en contrepartie, ça serait beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible et beaucoup plus stimulant d'une baisse du coût brut du travail. Voilà, il y a toutes sortes de sujets sur lesquels je crois qu'on doit pouvoir avancer ensemble. Mais je crois qu'on n'a pas intérêt, qui que ce soit d'ailleurs, à s'envoyer des chiffres qui ne sont pas contextualisés, si vous me permettez, monsieur le rapporteur.
Je ne vais pas vous envoyer des chiffres, les chiffres existent. Mais à vous entendre, et après je poserai une question sur la PME-TPE, mais peut-être d'abord laisser les collègues poser des questions, surtout si vous devez partir. Mais à vous entendre, on a le sentiment que finalement, vous subissez la politique économique de ce pays depuis des années. Or, il ressort quand même, si on prend la liste des réformes qui se sont succédées depuis 15 ans maintenant, je ne vais pas faire de jaloux. Je vais commencer sous l'initiateur de la TVA sociale, M. Sarkozy, cher au président de la Commission, si j'en crois son propos, la TVA, pas M. Sarkozy. Quand même, globalement, les réformes qui ont été faites sont allées dans le sens de vos revendications. On recevait tout à l'heure les organisations syndicales. Ce ne sont pas elles qui ont, inspiré le CICE, le pacte de responsabilité, les ordonnances Macron. Ce ne sont pas elles qui ont inspiré la baisse constante quand même ces dernières années de la fiscalité qui repose sur les entreprises. C'est même, ça a été même l'une des promesses fortes de la campagne du président de la République actuelle, des deux campagnes du président de la République actuelle. Donc j'ai du mal en vous entendant, puisque nous on étudie là dans cette commission d'enquête le bilan, les défaillances éventuelles des pouvoirs publics face aux licenciements qui nous arrivent et dont vous constaterez avec moi et de bon cœur, je l'imagine, que sont un problème auquel nous devons comme législateurs faire face au regard de nos territoires qui sont touchés les uns les autres, mais que quand même vous avez plutôt été les inspirateurs de la politique économique et fiscale qui est menée ces dernières décennies que ceux qui l'avaient subi. Donc j'entends qu'on veuille être dans une sorte de jusqu'au-boutiste, et donc si on vous entend, il n'y a plus de cotisations sociales, il n'y a plus d'impôts de production. Bon, c'est un peu extrémiste, si je puis dire, comme proposition. Or, quand même, je pourrais reprendre la liste ici, enfin, la loi travail de 2016, les ordonnances Macron, la réforme de l'assurance chômage, globalement, tout ça vient plutôt, c'est l'avis d'observateurs plutôt extérieurs, plutôt d'inspiration patronale que d'inspiration des syndicats de salariés. Donc je crois qu'il faut aussi peut-être modérer les réflexions qui sont les nôtres aujourd'hui. Oui, alors à ça, je vous répondrai que toutes les enquêtes convergent. La cote de confiance qu'ont nos concitoyens dans les chefs d'entreprise n'a jamais été aussi élevée. Je ne fais aucune comparaison. Premier point. Deuxième point, les temps changent. Je ne crois pas que ce soit le patronat qui ait initié les 35 heures ou la retraite à 60 ans. Troisième point, mais qui me paraît être l'essentiel, et sans aucun esprit polémique, nous, on n'a jamais demandé à ce que la France devienne un paradis fiscal. Jamais. On a demandé que la France lutte à armes égales. Pardon ? Que c'est un paradis fiscal ? Non, on n'a jamais demandé à ce que la France soit un paradis fiscal. Je n'ai pas dit que c'était un paradis fiscal. Non, surtout pas. Notre taux d'impôt sur les sociétés, il s'est rapproché de la moyenne européenne. Je glisse au passage qu'avec la surtaxe d'IS qui a été votée pour les grandes entreprises cette année, on va avoir 20 points d'écart de taux d'IS entre la France et les États-Unis. Bon, à partir de là, en rationalité, c'est pas totalement illogique que certaines entreprises tournent leur regard vers les États-Unis, dont je précise, je ne pense pas que du bien. Je me suis exprimé encore ces derniers jours publiquement là-dessus. Donc voilà, là aussi, je crois que c'est important qu'on se pose et qu'on voit les chiffres. Donc le coût du travail en France est supérieur à ce qui existe dans les pays voisins à partir de 2 SMIC. J'ai cité le cas du Syntec tout à l'heure. Quand on dit qu'il faut aller vers une économie de la compétence, de la connaissance, il faut investir sur des secteurs à forte valeur ajoutée, y compris d'ailleurs dans l'environnement, et qu'on ne se donne pas les moyens de ses ambitions, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de résultat. Voilà, donc mon propos, si vous me permettez, final, c'est de dire que si déjà on était dans la moyenne de ce qui se pratique dans des pays comparables, je pense que en termes de performance collective, on n'en serait pas là, en termes de taux d'emploi, en termes de taux de chômage, en termes de croissance. Et je voudrais simplement signaler, parce que à l'intérieur même de l'Union européenne, il y a des pays qui se portent très bien. Je veux parler de l'Espagne, je veux parler du Portugal, je veux parler des Pays-Bas, je veux parler de la Pologne. Écoutez, c'est peut-être l'effet du hasard, mais il se trouve que ces pays ont un taux de prélèvements obligatoires qui est de l'ordre de 42%, c'est-à-dire 15 points de moins, que tous ont un taux de prélèvement obligatoire qui, au fil des ans, a baissé de 8 points. Ils ont tous, dans tous les compartiments du jeu, des performances meilleures que celles de la France. Donc, à un moment donné, ça interpelle. En tout cas, moi qui voyage beaucoup, moi qui parle beaucoup avec mes homologues européens, je peux vous dire que surtout en ce moment où on se réinterroge sur la réforme des retraites, ils nous regardent, comment dire, de manière interrogative et dubitative. Monsieur Monroe, vous voulez prendre la parole, je crois.
Oui, tout à fait, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs. Je suis un peu surpris des propos et de l'axe des échanges. Il me semblait qu'on était là pour parler des licenciements, pour parler de l'emploi des salariés et de comprendre quelles en étaient les causes. Et en fait, j'assiste plutôt à une stigmatisation de l'entrepreneuriat. Et je me demande si, quand chacun de nous va faire ses courses devant son boucher, son charcutier, exprime les mêmes propos en disant c'est pas possible, on vous aide trop, ça fait 15 ans, monsieur le rapporteur, vous prenez les 15 ans, et je remercie, je sais plus qui, d'avoir étendu un petit peu jusqu'en 81 les choses, parce que ça a commencé bien avant, et je trouve qu'il est dommage d'avoir cet axe. Moi, je pense qu'on doit être un peu plus constructif. Aujourd'hui, il est fort de constater, je ne sais pas si vous connaissez les travaux de l'Observatoire à Maroc, qui travaille sur l'état psychologique des chefs d'entreprise en France, qui publie tous les mois des petites notes. Le moral des chefs d'entreprise n'a jamais été aussi bas depuis 2022. Il continue à descendre. Et sachez que dans la majorité des petites et moyennes entreprises, le moral fait tout. Quand vous avez des chefs d'entreprise qui ont 20 salariés et qui vous disent « si je redescends à moins de 10, je gagnerai plus ma vie qu'en ayant 20 salariés », là, il faut se poser une véritable question. Quand on vous dit « j'ai fait une belle entreprise, j'ai une norme européenne qui descend, j'ai 200 000 euros de frais juste pour l'appliquer, pour la comprendre et l'appliquer », là, il y a un problème. Et quand vous dites vous n'arrivez pas à avoir les chiffres sur le CICR et toutes les autres aides, je suis extrêmement surpris quand on voit la pile de dossiers de reporting qu'on est obligé de donner à l'administration fiscale pour justifier de toutes ces aides. Ça doit bien être quelque part quand même, toutes ces choses. Je vous remercie. Peut-être, Monsieur Bouillard, vous vouliez poser une question, j'ai l'impression. J'ai plusieurs questions, mais pardon, mais je suis stupéfait de la teneur de nos échanges. Pardon, mais premièrement, on est à l'Assemblée nationale, on parle la langue du droit, on parle de cotisation. Ensuite, j'aimerais rappeler qu'on est sous serment ici. Quand j'entends le président du MEDEF dire que le partage de la valeur n'a pas évolué depuis des décennies, non, pardon, c'est un mensonge. Et où il ne connaît pas son dossier, où il ment ouvertement devant l'Assemblée nationale. Quand j'entends dire on me donne 1 euro, je reprends 10, pardon, mais le coût de l'école publique, le coût de l'université, le coût des réseaux de transport et de toutes les infrastructures publiques qui sont mises en place grâce à l'État, pardon, mais ce n'est pas 1 euro par rapport à 10 euros. Puis enfin, quand j'entends derrière, moi, on nous donne pour la recherche et derrière, il y a de la recherche, est-ce que là, ici, sous serment, vous pouvez me garantir qu'il n'y a pas une entreprise en France à qui, quand on donne des aides publiques pour la recherche, ça va uniquement dans la recherche? C'est pas sérieux. On a discuté avec la Cour des comptes avant. Enfin, j'ai un certain nombre de questions parce que nous, on est ceux qui pensent que le patronat français doit rendre des comptes. Et je ne vais pas vous... Parce que derrière, on se cache souvent derrière les petites entreprises. Là, je vais vous parler avec des exemples de grandes entreprises. Le montant des aides publiques, les estimations qu'on a, c'est plus de 200 milliards. Je vais les distinguer des charges, de ce que vous appelez les charges. Hein. On appelle ça cotisation sociale dans la langue du droit. C'est 90 milliards. Les aides publiques, c'est 40% du budget de l'État. Les aides sur les cotisations sociales, c'est 20% du budget. Il y a eu la loi travail, il y a eu la réforme des retraites, il y a eu le CUCE. Bref, quand même ces dernières années, pardon pour le moral, mais je trouve que le gouvernement français a été plutôt généreux en la matière. On a aujourd'hui un taux de chômage qui est à 4% au dernier trimestre. En 2025, on a près de 230 000 emplois qui sont menacés, plus de 30 000 emplois dans l'industrie. Alors c'est le sens de mes 3 prochaines questions qui sont très précises, mais qui ont toutes un fil rouge. Qu'est-ce qui est fait de l'argent? Je vais vous donner plusieurs pistes. Auchan, qui appartient à la famille Muliez, 8e fortune de France. L'État leur donne 500 millions de CICE. Auchan a versé 1 milliard de dividendes à ses actionnaires. Il y a 2400 postes qui vont être supprimés. Vous êtes sous serment
Est-ce que vous pouvez me répondre sous serment et me dire que parmi ces 500 millions de CICE, il n'y en a aucun qui a été pour aller gaver les actionnaires et que tout a été fait pour essayer de préserver la bonne santé de l'entreprise et notamment, pourquoi pas, essayer de préserver les emplois. Le groupe Michelin, qui lui touche 65 millions de CICE depuis 2013, 12 millions au titre du chômage partiel, qui réalise plus de 2 milliards de bénéfices en 2024, qui a versé 1,4 milliard de dividendes et de rachats d'actions, le groupe annonce la fermeture de 2 usines françaises d'ici la fin de l'année 2025. Je vous repose la même question. Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il n'y a pas 1 euro qui sert à faire les 1,4 million de dividendes et que tout va dans la recherche et la bonne santé de l'entreprise? Et dans le cas où vous ne pouvez pas nous garantir que l'argent de l'État sert à sauver des emplois plutôt qu'à enrichir des actionnaires, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous vous opposez à ce que ces aides publiques soient soumises, comme quasiment toutes les aides dans notre pays, à un contrôle et à des conditionnalités? Vous savez que le CICE a disparu depuis longtemps? Ou vous ne le savez pas? Parce que là, vous dites que... Non, mais parce que vous dites que depuis 2013, ils touchent le CICE. Mais ça a disparu, le CICE. Hein. Elles ont touché du CICE ou pas? Ah bah oui, elles ont touché du CICE, mais ça a disparu depuis. Elles ont touché du CICE, donc répondez à ma question. Bon, je ne vais pas revenir sur des cas individuels que je ne connais pas. Je ne sais pas vous dire pour Michelin. Non, mais je ne connais pas Michelin. Quoi. Ils ne sont même pas adhérents de la CPME. Moi, je vous rappelle, je représente les petites et les moyennes entreprises. Alors, il se trouve que Michelin, c'est quand même une très très grande entreprise. Dommage que... Je me permets, monsieur Reza Tofegui, de réagir rapidement. Je sens chez vous, monsieur Brouillard, une volonté de réponse. Je pense que la meilleure des questions, c'est de le poser à Michelin, qu'on verra la semaine prochaine. Attends. Monsieur le Président, j'aurais bien aimé avoir une réponse du MEDEF, mais au moment où les députés peuvent poser des questions, le MEDEF s'enfuit. Donc là, aujourd'hui, ça tombe sur vous, j'en suis désolé. Non, mais en l'occurrence, j'aurais bien aimé, par exemple, que le MEDEF puisse répondre. Monsieur Brouillard, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas vraiment vous laisser dire ça. Pour les représentations tant syndicales que patronales, on a fait ce qu'on pouvait pour qu'il y ait les présidents. Comme vous l'avez vu tout à l'heure sur les représentations syndicales, certains présidents ne pouvaient pas être là et on a fait sans eux. Pour le président du MEDEF, et je le dis dès le début de mon propos, il pouvait rester qu'une heure, et je note qu'il restait plus qu'une heure. Ça a été annoncé le début. Après, c'est vrai qu'il y a eu des questions qui ont été longues, qui n'ont pas permis de pouvoir répondre à vos questions, mais vous ne pouvez pas dire qu'il est parti pour ne pas répondre à vos questions. Dès le début, il a fait ce qu'il a pu pour se libérer, pour venir à notre rencontre, mais il avait annoncé initialement qu'il ne pouvait pas faire plus qu'une heure. Et le MEDEF, c'est une grosse structure, il n'y a pas qu'un président. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'autres personnes qui ont pu rester? Enfin, je sais que c'est dans votre habitude de défendre le MEDEF, mais enfin, non, mais là, on aurait quand même pu avoir Monsieur Brouillard, on peut discuter encore pendant la demi-heure qui nous reste sur pourquoi du comment du chose. Peut-être qu'on pourrait juste revenir sur le sujet. Je le rappelle, commission d'enquête sur les défaillances des pouvoirs publics face à la multiplication des plans de licenciement. Sur les questions à Michelin sera dans une semaine. Peut-être que vous avez d'autres questions à poser aux différentes personnes qui sont présentes ici. Mes questions sont très simples. Je vous ai donné des exemples extrêmement concrets d'entreprises qui ont touché des aides publiques, qui derrière ont licencié et derrière qui ont redistribué en dividendes. Est-ce que vous pouvez nous garantir, vous avec votre expérience entrepreneuriale, que parmi ces entreprises qui touchent des aides publiques, elles les ont utilisées afin de défendre l'intérêt de l'emploi et de la recherche et pas pour derrière les reverser en dividendes? Alors, je réponds juste... Ouais. Alors déjà, parce que j'ai entendu qu'on a été, depuis 2007, j'ai le sentiment qu'on est les nantis, qu'on vit dans un paradis fiscal. Peut-être juste, vous savez, moi je suis chef d'entreprise aussi. Et ce que je fais au quotidien, c'est que je me compare à mes concurrents. Vous savez, c'est très simple. Hein. On regarde un peu ce que font nos concurrents. Et ça nous aide à être meilleurs. Donc, comparons-nous à nos concurrents. Je ne sais pas, mais soyons un peu rationnels. Comparons-nous aux autres pays. Patrick Martin l'a dit, mais je vais le redire. Oui, on a baissé. Mais en fait, quand on était tellement plus que les autres, pourquoi personne se pose la question de « Oui, on a les impôts de production les plus élevés d'Europe, 2 fois ceux de l'Europe, 3 fois... » Non, mais je reviens... C'était pas, en effet, je suis d'accord avec vous, monsieur le député, c'est pas votre question, c'était par rapport à la remarque du monsieur le rapporteur sur le fait qu'on a été les nantis depuis 2007. Moi, je pense surtout que... Comment ? Non, vous avez raison, excusez-moi, on n'avez pas employé ce terme-là, vous avez dit que nous avons bénéficié de la politique depuis 2007. Moi, je pense que la nation a bénéficié d'une politique qui a permis de rééquilibrer à peine, mais rééquilibrer un petit peu l'écart entre les autres pays. Et encore une fois, on n'est pas en train de se comparer aux Américains, mais les autres pays comparables, donc notamment au niveau de l'Europe, et la France. On a encore le niveau de prélèvement obligatoire le plus élevé, on a encore un niveau de charge qui est plus élevé, on a encore les taux
d'impôts de production les plus élevés. Donc arrêtons de penser que c'est un paradis fiscal. Je ne vais pas dire que c'est l'enfer fiscal non plus, mais le mot paradis fiscal, il me fait quand même bien rigoler. Vous avez dit, merci de le reconnaître. Alors attendez, j'enlève le micro. Le terme de paradis fiscal a été évoqué par Patrick Martin. Nous n'avons absolument pas évoqué ce terme-là. Et comme c'est ce qui est souvent dit, je dis merci de reconnaître que la France est un paradis fiscal. C'était un peu une boutade. Je suis désolée, mais ce n'est pas nous qui avons utilisé ce terme-là. Sans vouloir trahir les propos de Patrick Martin, ce qu'il voulait dire, c'est qu'on n'ambitionne pas que la France devienne un paradis fiscal. Juste pour répondre par rapport à votre question, monsieur le député. En fait, dans un modèle économique d'une entreprise, et ça va répondre à votre question, une entreprise qui a des aides parce qu'elle a investi dans la recherche. J'ai compris que vous avez enlevé les allégements de charges. On va prendre des cotisations sociales, excusez-moi. Elle a investi dans la recherche, elle a investi, on va dire sur d'autres sujets où elle a eu peut-être, 15 euros, on va dire, de subvention, ou 10 euros, c'est pas 10 euros, mais bon, on s'entend, voilà, 10 de subvention. À la fin, il se trouve qu'elle a fait peut-être 5 de résultats. Et dans les 5, elle distribue peut-être 1 de dividende. Vous considérez qu'en gros, puisqu'elle a eu 10 d'aides, le 1 euro de dividende vient des 10 ? Ce que je veux dire, c'est que le modèle économique, il est global. L'entreprise, elle a eu à un moment donné une aide parce qu'elle a recruté un apprenti, elle a investi, donc elle a eu des aides, et donc ça fait, en gros, à la fin, un résultat économique global. Et oui, à la fin, potentiellement, elle a fait un bénéfice, elle a distribué des dividendes. Oui, c'est possible. Mais ce que je veux dire, c'est que l'argent public, il a été fléché sur des actions concrètes. Et en effet, en France, aujourd'hui, toutes les entreprises, à la fin, sont aidées indirectement. Parce qu'elles ont recruté des apprentis, parce qu'elles ont eu des allégements de charges, parce qu'elles ont fait un peu de recherche, parce qu'elles ont fait de l'innovation, parce que... En fait, la réalité, c'est qu'il y a des aides de partout. Ouais. Il y a des aides de partout, parce que comme il y a des charges de partout, il y a des aides de partout. On aime bien, à un moment donné, essayer d'aider, parce qu'on voit qu'on veut privilégier une politique, donc on a aidé. Donc à la fin, toutes les entreprises ont indirectement touché une aide. Et donc, oui, elles ont sûrement fait un bénéfice, parce que c'est le rôle de l'entreprise aussi de faire des bénéfices pour pouvoir justement investir et avoir des fonds propres. Et donc oui, elle a sûrement distribué des dividendes. Donc je ne sais pas répondre à votre question, parce que c'est une évidence que toutes les entreprises qui reçoivent ce que vous appelez de l'aide, mais moi j'appelle pas ça de l'aide, moi j'appelle du fléchage d'investissement de l'État, on peut appeler ce qu'on veut, sur des actions concrètes. Bien évidemment qu'à un moment donné, cette entreprise, si elle a fait du bénéfice, elle peut en distribuer à ses actionnaires. Mais ce n'est pas l'argent de l'État qui a été distribué. L'argent de l'État, il a été redirigé vers des actions concrètes. Elle a recruté des apprentis, elle a investi dans la recherche, ou elle a fait plein d'autres choses qui étaient aidées par l'État. J'espère que ça répond à votre question, mais j'en doute. Monsieur le Président Picon, je crois que vous vouliez aussi intervenir. Oui, alors moi pas du tout sur... Pardon, monsieur le député, je ne vais pas pouvoir répondre à votre question, parce que, comme je l'ai indiqué, on n'a pas vraiment d'actionnaires et de dividendes, sinon notre épouse et nos enfants, pour la plupart de nos entreprises, qui sont nos actionnaires. Ce que je voudrais tout de même, monsieur le député, mais je pense que vous le mesurez, l'apprentissage ou l'allègement de charges, si à un moment on a mis en place une politique publique d'allègement de charges. Moi, alors c'est vrai que les mots sont importants, la sémantique, c'est pas des charges, c'est des cotisations, enfin c'est des sous que l'entreprise verse et qu'elle ne verse pas à son salarié. Si on a mis en place une politique publique d'allègement de charges, c'est bien que tout le monde a pris conscience que le niveau des charges était trop élevé, le niveau des cotisations qui se transforment en charges pour l'entreprise était trop élevé et que ça pesait sur la capacité des entreprises à recruter. Je rappelle que dans ces périodes-là, nous avions un chômage de masse qu'il fallait attaquer. Je prends sur l'apprentissage. Pour moi, ce n'est pas des aides. Quel serait le coût d'un gamin qui rentre dans une entreprise pour préparer un CAP de pâtissier, un CAP top chef, enfin tous ces métiers que l'on a. Quel serait le coût pour l'éducation nationale s'il restait là, pardon de le dire, à s'ennuyer, alors que l'entreprise va aider la nation à le former, à l'insérer ? 1 million d'apprentis par cette politique de... Alors, moi, je n'entends pas ça comme des aides aux entreprises. Je veux dire, c'est un financement
partenarial qu'on a fait. On a demandé aux entreprises de donner un coup de main, de prendre ce jeune, de le sortir de cet environnement scolaire qui ne lui réussit pas. Après, ce qu'il faut, c'est lui donner les perspectives d'aller plus loin. Mais moi, je ne considère pas que lorsque il y avait hier une compétition extraordinaire qui était la Coupe du Monde de la boucherie. Pardon, parce que ça va vous amuser, mais enfin, la France a été champion du monde de la boucherie. Elle s'est fait battre par les Allemands sur la meilleure saucisse. Mais c'est pas grave, on a quand même été champion du monde sur l'ensemble. Absolument. Mais moi, j'ai vu tous ces gamins à la porte de Versailles découpés, mais concourir. Alors, il y avait 16 équipes du monde entier. Bon, donc c'est pas rien que la France ait gagné cette compétition. Mais tous ces gamins qui ont préparé un apprentissage, quel serait le coût pour la nation s'ils étaient restés dans un circuit scolaire qui ne leur convient pas, dans lequel ils se seraient ennuyés avec toutes les dérives que cela peut. Et donc moi, je ne considère pas que c'est une aide à l'entreprise. Enfin, vous la mettez dans la catégorie des aides. Moi, je le mets dans un partenariat gagnant-gagnant avec l'État. Parce que le coût, s'il restait dans l'éducation nationale, franchement, là, il n'y a pas photo. Hein. Ça coûte moins cher à la nation qu'il soit dans une entreprise et qu'il apprenne un métier, plutôt que de rester dans le système scolaire qu'il ne souhaite pas d'ailleurs. Donc voilà, moi je voudrais qu'on fasse dans ces analyses qui seront les débats de demain évidemment, mais la part des choses entre ce qui est de la contractualisation entre les entreprises et vous, et là aussi quand vous pardon de le dire, monsieur le député, mais vous l'avez précisé, la stigmatisation, 80% du tissu économique de ce pays, des entreprises de ce pays, 92%, 98% pour 50 salariés. C'est ça. Donc c'est des toutes petites entreprises qui ne sont pas dans le schéma. Vous voyez, on ne se reconnaît pas quand vous dites ça, et presque, pardon de le dire, quand vous le dites avec votre tempérament, presque on le prend, nous, comme une agression, parce que demain matin, moi, j'ai des milliers de gens qui vont se lever pour sauver leur boîte, pour pouvoir faire le salaire en fin de mois, et qui vont galérer. Alors, je sais que ce n'est pas eux que vous visez, absolument. Mais voilà, attention qu'on ne stigmatise pas trop l'entreprise en disant ils prennent du pognon, ils se gavent de pognon et c'est au détriment des autres. Vous savez, quand un chef d'entreprise des moins jusqu'à 50 salariés, même si c'est plutôt vers chez toi que tu as les 50, moi je suis plutôt maxi à 20, quand il plie boutique et qu'il licencie ses salariés, ça lui crève le cœur. Et souvent, quand il en arrive à licencier ses salariés, ça fait plusieurs mois que lui-même ne se paie plus et que son épouse est allée chercher un job en plus de faire le secrétariat le soir à la maison. Parce que c'est ça la vie des chefs d'entreprise aussi, vous savez. Les petits. Mais les petits, c'est le plus grand nombre. Voilà, pardon. Merci, monsieur le président Picon, et vraiment, merci de parler à plusieurs reprises des apprentis. C'est une grande réussite déjà de la majorité présidentielle, moins de 300 000 apprentis, presque 1 million. Il se pourrait même que parfois, il y a des apprentis qui deviennent députés, ça peut arriver. Même président de commission d'enquête parfois. Madame la députée Mercier, vous vouliez poser des questions. Oui, merci Monsieur le Président. Estelle Mercier, députée de la première circonscription de Meurthe-et-Moselle. Alors, je trouve effectivement qu'aujourd'hui, on est dans un débat qui parfois confond un peu tout, et c'est bien de remettre de la clarté entre effectivement la situation des petites entreprises, de l'entrepreneuriat, de l'artisanat, et la situation de parfois très grosses entreprises qui sont quand même dans des situations différentes, de parler d'un côté de cotisation salariale et de l'autre de subventions d'aide publique. Enfin, on est vraiment dans un espèce de mélange qui fait que, heureusement, nos entreprises sont aussi diverses que nos salariés sont divers et que nous-mêmes sommes divers. J'avais quelques questions à poser. C'est que lorsqu'on a reçu la Cour des comptes la semaine dernière, ils nous ont évoqué le fait qu'il y avait eu, pendant la crise Covid notamment, presque 260 milliards d'euros d'aide, dont 92 milliards d'aides directes. Et le reste, c'est essentiellement du PGE. Or, on voit très très bien la courbe sur la question des défaillances d'entreprises. Je ne sais pas si c'est petite, grande, je pense que ça concerne beaucoup les petites. On voit que le nombre de défaillances en 2020 a évidemment chuté pendant la crise Covid, 2021, et à partir de 2022, on voit ce nombre de défaillances d'entreprises annuelles qui remonte très fortement. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est quasiment au même niveau
qu'en 2019. Et donc, la question moi, que je me pose, puisqu'on est là pour aussi voir quel a été l'effet des aides publiques, est-ce que finalement ces aides reçues pendant le Covid n'ont pas été juste un report des défaillances d'entreprises et ces 92 milliards, finalement, n'ont fait que reporter. Est-ce qu'on peut vraiment dire, comme l'ont dit certains ministres, qu'ils avaient réussi à sauvegarder des emplois avec ces aides Covid? Ça, c'est ma première question. Je continue, puis les autres questions. Allez-y, madame la députée. La deuxième question, c'est sur la question de la conditionnalité, juste une petite remarque. Je peux comprendre que les entreprises, quand on prend un apprenti, c'est déjà une condition. Quand on a un crédit impôt recherche, c'est déjà une condition. Mais on peut admettre quand même qu'il y a ce qu'on appelle des effets d'aubaine qui sont démontrés. Les effets d'aubaine, vous savez, c'est le fait que les entreprises utilisent des aides dont elles n'ont pas besoin. Et ça existe, c'est mesuré, il y a des rapports qui en parlent. Donc, il peut être normal qu'à un moment donné, nous, en tant que parlementaires, on s'interroge sur ces effets d'aubaine. Je vais prendre l'exemple de l'apprentissage, par exemple. Sur l'apprentissage, on sait que pour les entreprises de plus de 250 salariés, ce sont des vrais effets d'aubaine, ces aides à l'apprentissage, puisque de toute façon, aide ou pas aide, elles auraient quand même pris un apprenti et d'une alternance, donc elles admettent d'une manière générale qu'elles n'ont pas besoin de ces aides-là. Pourtant, elles en profitent, et c'est bien à ça qu'on doit travailler, améliorer l'efficacité aussi des aides que l'on fait. Juste un petit rappel, c'est que l'aide à l'apprentissage n'est pas qu'une aide à l'insertion professionnelle, mais c'est aussi une aide à la formation, et que les deux sont importantes dans ce cas-là. Moi, je voudrais poser la question de façon globale. Est-ce qu'on ne peut pas attendre quand même, lorsqu'une entreprise reçoit des subventions publiques, et je ne parle pas d'allègement de charges, subventions publiques, de sa part un comportement que l'on pourrait qualifier de responsable, ou plus responsable que les autres. On sait que quand on doit faire le choix à la fin de l'année d'un surplus que l'on a et d'un résultat qu'on a comptablement, on sait qu'on a plusieurs manières de faire, de les mettre en réserve, d'améliorer l'outil de production et d'investir, ou de verser à ses actionnaires, ou faire un mélange des trois, peu importe. On sait qu'il y a des arbitrages qui sont faits par les conseils d'administration, et donc la question de la responsabilité est de dire, est-ce que la priorité, quand on bénéficie d'aide publique, n'est-elle pas d'avoir des comportements responsables qui vont viser plutôt à l'investissement sur l'outil de production et dans l'entreprise, plutôt qu'au versement de dividendes, si je peux dire les choses un peu différemment que ce qu'a dit mon collègue Boya. Et puis, troisième question, je suis désolée, j'ai beaucoup attendu, alors du coup, les questions s'amoncellent. Troisième question, c'est la même que j'ai posée au syndicat, comme ça je vais pouvoir avoir un retour parallèle. Je crois que c'est M. Martin qui a évoqué la question du manque d'anticipation des chefs d'entreprise parfois, et que vous essayiez de sensibiliser vos chefs d'entreprise pour qu'ils aient une stratégie à moyen et long terme, même si on sait qu'aujourd'hui, avoir une stratégie économique à plus de 2 ans, c'est extrêmement compliqué. On n'est plus dans ce qu'on faisait dans les années 90. Par rapport à ça, je voudrais vous interroger sur le dialogue social. Plusieurs les personnes que nous avons auditionnées disent que la fusion des IRP, et notamment la création du CSE unique, aurait affaibli le dialogue social, notamment les discussions, entre autres, sur les questions économiques de l'entreprise et sur la stratégie de l'entreprise. Et que finalement, les syndicats ont le sentiment d'avoir perdu un pouvoir de discussion et d'échange au sein de l'entreprise sur la stratégie interne de l'entreprise et sur la question, évidemment, de la prévisibilité, de ce qu'elles peuvent faire. Voilà, je voulais avoir votre avis sur ce sujet. C'est une question tout à fait ouverte. Je vous remercie. Je ne sais pas qui souhaite répondre. Ouais, tu veux commencer ou... Monsieur le Président Picon, je vous en prie. Il faudrait mettre votre micro. Ça y est, voilà. Oui, le soutien aux entreprises pendant la période Covid, en fait, ce que vous pouvez, au vu des chiffres, dire, bon, ça n'a pas servi à grand-chose puisqu'on a aidé les entreprises, mais si. C'est d'abord parce qu'en sortie de crise, on se tape une crise de l'énergie qui est la conséquence de la guerre en Ukraine, une période d'inflation considérable, je l'ai dit en ouverture, qui a chargé les entreprises. Est-ce qu'on a sauvé, est-ce que l'État a permis de sauver des entreprises? Mais
ça aurait été une catastrophe. Si l'arrêt partiel d'activité n'avait pas été mis en œuvre, c'est tout le tissu économique du pays qui était par terre. Je pense aussi aux tout petites, alors là, les micro-entrepreneurs et les gens tout seuls qui, sans le fonds de solidarité, ils n'avaient rien. Enfin, il fallait bien quoi. Donc, après, la situation que l'on constate aujourd'hui, elle a corrigé, vous avez raison de le dire, mais c'est le PGE qui a fait ça, c'est-à-dire des entreprises qui n'étaient pas en bonne santé avant la crise du Covid, ont pu trouver, par cette facilité de caisse qu'ils n'auraient pas eu sans cela, puisque l'État avait demandé aux banquiers, en cautionnant le prêt, ont trouvé de l'argent pour tenter de se rétablir, mais lorsque le modèle économique d'une entreprise n'est pas bon avant, il reste pas bon après, si on n'a pas restructuré les choses. Donc on a eu effectivement cet effet correctif, parce que en fait, vous savez, moi c'était amusant, les administrateurs judiciaires qui sont membres de l'UNAPL, qui est une de nos organisations, dégraissaient du personnel parce qu'ils n'avaient plus d'entreprise à liquider pendant cette période. Les tribunaux avaient arrêté tout. Bon, donc il y a eu un effet rattrapage, et vous signalez donc des courbes qui pourrait laisser entendre que l'aide aux entreprises, à ce moment-là, n'a servi à rien. Franchement, moi, je suis persuadé du contraire. Et d'ailleurs, on voit bien que ce rattrapage aujourd'hui est terminé depuis un an et que le résultat 2024, maintenant, on est vraiment dans des défaillances qui sont éloignées du Covid, sauf que des entreprises, parce qu'il y a eu la crise de l'énergie, parce qu'il y a eu une crise des matières premières, la guerre en Ukraine, ont du mal à rembourser un PGE qu'elles ont souscrit pour sauver leur boîte à ce moment-là. Et le remboursement de ce PGE pèse considérablement dans les comptes d'exploitation. Vous avez aussi une consommation. Enfin, l'épargne n'a jamais été aussi haute. Alors, les retraités, pardon, vous allez dire, il n'aime pas les retraités. Hein, pourtant, j'ai l'âge de l'être. Mais je bosse encore un peu. Non, mais je veux dire, jamais on a vu un taux d'épargne chez nos concitoyens aussi élevé. Cet argent-là qui est dans l'assurance vie, qui est un peu de partout, il manque dans l'économie de proximité particulièrement, et ça on nous le dit tous les jours. Là aussi, je fais attention parce que vous nous faites l'honneur de nous inviter à cette commission d'enquête. Mais quand même, l'instabilité que cette maison, elle donne au pays, les gens sont inquiets, ils épargnent. Ils font attention. Et tout ça, ça concourt à mettre des entreprises, des petites entreprises. Moi, je vois bien, quand on discute avec un boulanger, il dit à la sortie de l'école, où est ma boulangerie, c'était un pain au chocolat tous les jours. Aujourd'hui, je les vois moins. Les gens sont en repli, font attention. Ils ne savent pas de quoi demain va être fait. Et toutes les déclarations qu'on entend partout, de toute la classe politique, toutes confondues, elle n'est pas là pour rassurer les Français. Ils sont inquiets. Et donc, ils sont inquiets, ils ne consomment pas. Je voulais refaire la chambre du gamin, je ne la refais pas. Je voulais faire des travaux de rénovation énergétique, la prime rénov', elle y est pas. Le budget, il est adopté, il n'est pas adopté, je ne fais pas. Et c'est dans ces chiffres-là, 66 000, c'est le bâtiment, je vais moins au restaurant, c'est 8 000 restaurants moins. Je veux dire, la confiance, tu l'as dit tout à l'heure, et combien tu as raison. Et ce climat, aujourd'hui, franchement, redonner de la sérénité au pays. Je vous en conjure. C'est la vitalité de nos entreprises, la sérénité que vous pourrez nous renvoyer. Pas que de vous, c'est vrai, mais un peu quand même aussi, un petit peu. Ouais. Alors, plusieurs points. Alors, sur le Covid, il y a eu aussi le chômage partiel. Et le chômage partiel, ça a permis justement aux entreprises de ne pas licencier les salariés. Donc, c'est compliqué d'évaluer finalement en disant est-ce que l'argent public a servi ? Il faut s'imaginer ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu cet argent public pour justement permettre aux entreprises de passer le cap du Covid. Effet d'aubaine. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, il y a des effets d'aubaine. Malheureusement, à chaque fois qu'on met en place des aides, des dispositions, il y a toujours des effets d'aubaine. Et je ne dis pas qu'il faut les accepter. Je ne dis pas qu'il faut ou ne rien faire. Et d'ailleurs, il y a eu parfois l'analyse des politiques publiques ont fait que certaines mesures ont disparu parce qu'on a constaté que c'était des effets d'aubaine. Et tant mieux, j'ai envie de dire que l'argent public doit être bien utilisé. On est les premiers à demander que l'argent public soit bien utilisé. Donc je ne vais pas dire le contraire. Je me permets quand même de faire une petite remarque sur l'effet d'aubaine que vous avez pris, sur lequel je ne suis pas d'accord.
Pour les entreprises de plus de 250 salariés, vous avez sûrement parlé peut-être à BNP ou des entreprises comme ça. Moi, je vous donne d'autres exemples. Des entreprises à forte intensité main-d'œuvre. Donc, propreté, service à la personne que je connais bien, sécurité. C'est des entreprises en fait qui ont souvent beaucoup de salariés parce qu'en fait, ils n'ont que des salariés. Donc, ça monte très très vite. Dans les services à la personne, une TPE, c'est 50 salariés. Une TPE. On considère que c'est une TPE parce qu'en fait, comme elles n'ont que des salariés, c'est un petit chiffre d'affaires. Juste pour que vous compreniez. Quand on forme dans les métiers, on appelle ça les cœurs de métier, c'est-à-dire vraiment l'agent de sécurité, l'auxiliaire de vie. Qu'on soit plus de 250 ou moins de 250, sans l'aide initiale, c'est plus possible de former à ce niveau-là. Parce qu'en fait, les marges sont trop faibles dans ces métiers-là pour qu'on puisse investir dans l'apprenti au vu, en gros, de ce que ça va coûter pour l'entreprise. Les marges sont trop faibles. Et donc, encore une fois, quand on parle des plus de 250, oui, vous avez raison. Oui, plus de 250. Oui, 250. Je parle très vite. Il faut que je travaille mon articulation. Ça fait que 2 mois que je suis président. Je sais que j'ai pas encore tous les je parle encore très vite. Mais donc pour les plus de 250, si vous prenez les ingénieurs dans les grandes entreprises, oui, je pense qu'il y a un effet d'aubaine max. Voilà. Si vous prenez l'agent de sécurité dans une entreprise de sécurité, bah là, il n'y avait pas d'effet d'aubaine. Et je pense que là, ils vont disparaître du coup tous ces apprentis dans ces entreprises avec l'aide qui est passée à 2 000 €. Et vous verrez. Voilà. Donc voilà, il faut faire très attention quand on parle d'effet d'aubaine parce que c'est jamais aussi simple. Mais oui, il y a des effets d'aubaine, mais souvent on raisonne très, très facilement. Juste pour vous préciser que c'est un rapport de l'IGAS, de la revue des dépenses, qui ont mis ça dans l'oreille des ministres. Je vous le dis. Alors, 2 souvenirs. J'ai le souvenir que le rapport de l'IGAS mettait 2 conditions, c'était plus de 250 et bac et le diplôme. Voilà. Donc, en effet, il y avait une double condition sur laquelle je débattrai du coup moins. Mais juste la taille de l'entreprise n'est pas forcément le seul critère. J'essaie de reprendre les points que j'avais notés par rapport aux questions, comme il y a plusieurs questions. Pour les aides publiques, le comportement responsable. En fait, moi, si vous parlez d'une aide publique qui serait une véritable aide publique, ça veut dire l'État a dit je vous donne 2 millions d'euros pour vous aider. Ah bah, c'est clair que si l'État donne 2 millions d'euros pour nous aider comme ça, sans condition, je suis d'accord avec vous, il faut quand même un peu de responsabilité, on ne va pas commencer avec ces 2 millions d'euros à faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, malheureusement, qu'on ne s'entend pas sur le terme aide publique. Et donc c'est compliqué toujours de débattre ensemble. Alors j'ai l'impression déjà qu'on est d'accord sur le fait qu'on a enlevé les cotisations sociales des aides publiques. Et je progresse, vous avez vu. Je suis sûr qu'après mon 3e mois, je ne dirai plus charge salariale. Donc déjà, on a une sorte d'avis partagé au moins sur ce point-là. Après, moi, je ne sais pas ce que vous considérez aide publique, du coup, derrière, parce qu'il y a tellement de dispositifs qui sont, typiquement, si on parle de l'aide à l'apprentissage, bah, c'est une aide publique, c'est surtout, en fait, Michel tout à l'heure l'a dit, c'est un investissement sur des jeunes pour que l'entreprise puisse les prendre. Donc, moi, je n'appelle pas ça une aide publique. L'entreprise, elle fait un effort, en fait. L'apprentissage, c'est un coût pour l'entreprise. Et donc, un apprenti, ça c'est le discours habituel, mais un apprenti quand même, c'est utile dans une entreprise. Il rapporte aussi quelque chose. Il n'est pas là à attendre. On le forme, mais il a souvent, au bout d'un certain nombre de mois de formation, il rend quelque chose. Il est utile, il est enfin pas rentable. Je ne vais pas dire, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, certainement, sûrement. Je vous assure que sûrement. Vous savez quand Juste rapidement, finissez vos propos, mais il y a encore une question de monsieur le rapporteur. Et là, on est en train de rentrer dans un débat et non pas dans un échange de commission d'enquête. Donc, bien entendu, prenez la parole, mais sinon, on va commencer à avoir une discussion et je ne pense pas que ce soit le lieu pour avoir une discussion. L'apprenti, il est rémunéré pour le temps qu'il passe en entreprise et pour le service. Et croyez-moi, la première année, le service qu'il apporte est réduit. La première année. Il y a le temps que ses collègues de travail lui consacrent pour lui montrer, pour lui expliquer, et plein de choses. Parfois, ce n'est pas que le métier qu'on lui apprend à l'apprenti, c'est plein d'autres choses, le vivre ensemble, qu'il n'a pas toujours. Je laisse monsieur le président Reza Tofigui finir la réponse pour qu'après monsieur le rapporteur puisse poser une question. Moi qui pensais que cette enceinte était le lieu du débat, justement. Non,
Rapidement, pour le dialogue social, je m'inscris en faux par rapport à ce qui a été dit. Dans les entreprises où le dialogue social fonctionne, ça n'a rien changé, il fonctionne toujours. Moi, dans mon entreprise, ça se passe très très bien, des très bonnes relations et on parle de ces sujets-là. Donc je pense que les ordonnances travail n'ont pas changé par rapport à ça. Alors oui, je pense que c'est un combat des syndicats de salariés de revenir à ce qui était avant, mais jamais j'ai le sentiment que ça a changé la capacité de dialogue entre le chef d'entreprise et les syndicats de salariés sur les sujets économiques ou sur les sujets de l'entreprise. Peut-être juste rapidement, Didier, tu voulais parler de prévention, parce que le point a été remonté là. Oui, monsieur le rapporteur, vous avez évoqué la prévention tout à l'heure, et c'était le président Martin qui l'a évoqué en premier. La CPME a été la première organisation, il y a un peu plus de 5 ans, à mettre en place le groupement de prévention agréé. Un dispositif qui est prévu au Code du commerce, l'article L611, et qui permet, avec un agrément hyper rigoureux des services de l'État, de pouvoir venir en aide dans la prévention, comme son nom l'indique, des difficultés d'entreprise, donc bien en amont. Ce dispositif est totalement gratuit et tenu par des bénévoles partout en France qui donnent de leur temps, et souvent des seniors, donc on parle seniors aussi, qui font bénéficier de leur expertise et de leur temps pour pouvoir aider les entreprises à anticiper. Parce que aujourd'hui, on a un gros problème sur le sujet. On parlait, le thème principal, c'est les licenciements, les emplois, et donc un problème économique, un problème de PIB. Eh bien, on peut et on essaie. Je peux vous dire qu'on a à peu près 600 bénévoles sur le territoire français qui œuvrent dans ce sens-là, sans aucune aide de l'État. C'est vraiment un bénévolat total. Et qui diffusent l'information. On travaille de concert avec les services de Bercy, avec la médiation du crédit, la médiation des entreprises, pour essayer d'être le plus en amont possible pour aider le tissu économique. C'est une véritable problématique parce qu'on sait que les tribunaux de commerce qui sont prévus au même livre que les GPA, au livre 6, ont des difficultés parce que les entreprises ont une appréhension à se diriger vers les services de l'État. L'État est encore, dans beaucoup de situations, plutôt celui qui inflige des punitions, plutôt que celui qui aide à trouver les solutions. Et là, il y a un véritable sujet, et je pense qu'on est là sur le cœur du sujet pour pouvoir aider les entreprises. Puis enfin, on parlait de PSE, de plan de licenciement. Vous savez qu'aujourd'hui, on est à peu près à 50 ou 60 000 liquidations judiciaires d'auto-entrepreneurs. Ces gens-là, ils font quoi derrière? Comme le disait tout à l'heure le président Picon, ils n'ont bien souvent pas de couverture sociale, ce qui inquiète énormément les structures départementales, les conseils départementaux, parce que c'est des gens qu'on retrouve au RSA derrière, qu'on retrouve en demandeurs d'emploi. Donc je vous invite à retenir ce chiffre, et Michel, tu me dis s'il est bon, hein. Je crois que c'est 58 ou 59 000 sur les 12 derniers mois. Je crois qu'on est bien au-delà des PSE et des plans sociaux qui se préparent, et c'est une situation, on a des gens là qui sont tout à fait compétents pour apporter de la valeur ajoutée, et on a vraiment un souci, il faut vraiment qu'on s'occupe de cette population. Merci. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Vous vouliez avoir quelques questions. Si ça vous pose intérêt, on digresse de quelques minutes, est-ce que ça vous convient? Oui, petite réaction. D'abord, monsieur Monroe disait tout à l'heure quelque chose qui m'a heurté, en tout cas peiné, que je voudrais corriger. Vous avez exprimé votre sentiment que nous aurions dans nos propos une forme de défiance, que nous n'aimerions pas peut-être l'entreprise et les entrepreneurs. Moi, j'aime les entrepreneurs, tels qu'ils sont décrits d'ailleurs par monsieur Picon, la majorité des entrepreneurs dans ce pays, qui font vivre des petites et moyennes entreprises, des très petites entreprises, dans des conditions extrêmement difficiles, et nous ne les méconnaissons pas absolument. Je crois que quels que soient les collègues encore présents ici, aucun de nous ne méconnaît ces difficultés-là, et nous les aimons d'autant plus que nous reconnaissons à quel point ils contribuent à la vitalité de notre économie. Et ce qui me permettra ensuite de poser une question à monsieur Picon sur l'impact
d'impact pour les TPE-PME de décisions prises par les donneurs d'ordre qui vont provoquer et qui provoquent des licenciements. Mais vous savez, la confiance n'exclut pas le contrôle, comme disait Lénine, qui est un modéré bien connu. En tout cas, l'amour n'exclut pas qu'on regarde une politique publique. Pourquoi nous nous interrogeons dans cette commission d'enquête les aides aux entreprises? Pas par volonté de stigmatiser qui que ce soit. Moi, j'aime les associations. Je pense que notre tissu associatif est précieux. Chaque conseil municipal regarde chaque année l'argent qui est l'usage des deniers qui sont confiés à une association, un club sportif, etc. Je crois que ça doit être la même chose avec notre tissu économique et nos entreprises, d'autant plus qu'on nous a expliqué depuis une bonne décennie maintenant, que ces aides publiques aux entreprises, elles avaient pour finalité de créer de l'emploi. Or, l'OFCE nous dit, le CICE, alors, certes, il a été supprimé en 2019, mais enfin, il a été transformé en allègement de cotisation, mais que le CICE n'a pas eu d'impact sur l'emploi. Donc il est logique que le législateur, qui a pour fonction de faire la loi, mais aussi de contrôler son exécution, singulièrement dans un moment où on nous incite à regarder la dépense publique avec beaucoup de soin, et je crois qu'il faut qu'on le fasse, regarde quel usage est fait de cette aide publique. Et moi, je pense que dans les préconisations que nous ferons, du moins je l'espère, il n'y ait pas une réduction du montant des aides publiques aux entreprises. Il y ait peut-être un redéploiement, un rééquilibrage, notamment pour entendre ce que sont aujourd'hui les demandes et les besoins des petites et moyennes entreprises, des TPE, c'est-à-dire effectivement de toutes celles qui ne feront pas la une des journaux, mais qui seront parfois d'ailleurs, qui subiront les plans de licenciement de très grandes structures parce qu'elles en sont sous-traitantes ou parce qu'elles sont sur un territoire qui sera impacté. Et enfin, d'un mot très bref, Monsieur Martin n'est plus là, mais je lui proposerai, puisqu'il voyage beaucoup, que nous allions ensemble en Espagne. Il a cité cet exemple-là, qui est un exemple intéressant. L'Espagne, politique de la demande, pas politique de l'offre, réduction du temps de travail, nouvelles étapes de réduction du temps de travail et suppression des contrats précaires. Donc ça m'intéresse, la comparaison européenne et internationale m'intéresse, et donc je serais ravi d'aller avec Monsieur Martin à Madrid, où il souhaite en Espagne, pour que nous puissions constater ensemble les choses. Et puis si Monsieur le Président veut se joindre à nous, il se joindra à nous. Et enfin, j'ai entendu votre appel, Monsieur Picon, à la stabilité et à la sérénité. Je considère que si les Français nous ont mis dans l'Assemblée dans laquelle nous sommes, c'est parce qu'ils avaient une volonté de rupture avec des politiques qui étaient menées jusque-là, dont notamment la politique économique et sociale du président Macron. Et donc, dans la recherche de stabilité, de sérénité et de consensus, il y a les travaux de cette commission d'enquête qui visent à faire le bilan objectif de la politique d'aide publique aux entreprises, de la politique de facilitation des licenciements, et de voir comment nous pouvons avancer sur des préconisations qui permettent de défendre l'emploi, qui est une grande cause nationale. Et donc ma question, elle est la suivante. Et si vous n'avez pas de chiffres ou de données, vous n'êtes pas obligé, on n'est pas dans un tribunal, évidemment, vous pouvez nous la communiquer par écrit, c'est de savoir effectivement quel est l'impact de décisions de donneurs d'ordre sur aujourd'hui ou dans la période récente des plans de licenciement ou des défaillances d'entreprises dans le secteur qui est le vôtre, c'est-à-dire de petites, de très petites entreprises. Merci, monsieur le rapporteur, pour votre question passionnée et très courte. Monsieur le président Picon, je vous en prie. Une réponse courte, parce que je n'ai pas de chiffres, effectivement, mais on essaiera de voir si on peut se documenter. Mais d'évidence, lorsque on constate une crise du logement, des difficultés pour un certain nombre de concitoyens à accéder au crédit, pour les sujets de rénovation, je ne prends que le bâtiment. Évidemment, quand la promotion immobilière, les grands donneurs d'ordre de construction de logements ne construisent plus pour des raisons diverses, parfois les normes aussi qui ont rendu les choses un peu trop compliquées, les zones, les plans d'occupation des sols des collectivités locales, enfin tous les sujets que les uns et les autres on connaît. Évidemment, l'entreprise de peinture, avec ses 8 salariés, elle n'a plus de marché. C'est un phénomène, je ne sais pas le quantifier, mais je pense que du côté de la CAPEB, on doit avoir un certain nombre de chiffres plus précis, la CAPEB étant la fédération qui regroupe tous les artisans du bâtiment. Et on le voit d'une manière générale. Vous savez, il y a cet adage qui dit que quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Et je pense qu'on est d'une manière générale, oui, le poids des grosses entreprises, les difficultés des grosses entreprises pèsent déjà, mais vont peser encore plus sur les petites. C'est
sûr dans le bâtiment. Après, il faut voir les autres secteurs, mais quand je vois la filière du bâtiment, les notaires, alors vous allez me dire, on va pas se mettre à plaindre les notaires, mais enfin, moi, on les a, c'est aussi des petites entreprises dans les territoires. Les notaires ont dégraissé des collaborateurs. Les agents immobiliers, c'est 30% des mandataires de l'immobilier qui ont fermé boutique, et les tribunaux de commerce nous le disent. Les géomètres experts, les architectes, toute cette filière du logement, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation, qui sont des petites entreprises toutes, sont impactées par les difficultés des grosses, évidemment. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci à chacun et à chacune d'entre vous pour avoir été présents ce soir pour ce débat. Il se pourrait que, en quittant cette salle, vous puissiez vous dire « Mince, j'ai oublié de dire quelque chose de très 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 important, même d'existentiel, qui pourrait résoudre tous les problèmes, sait-on jamais ». Et donc n'hésitez pas, le cas échéant, de nous en faire part par écrit. Pareillement, sur les questions qu'on a pu vous poser par écrit, si on pouvait avoir des réponses écrites qui puissent apporter, être transmises à nos équipes pour pouvoir être prises en compte dans le rapport, on est vraiment preneurs. Merci pour l'ensemble des échanges et débats. La séance est levée.